les gens n'arrivent pas à faire, et moi le premier, une vraie distinction entre première, deuxième et troisième étoile. Selon toi, il y en a une ? Je saurais pas te dire parce que c'est tellement subjectif, c'est tellement... Avec vos 2 étoiles, vous faites briller Narbonne sur la scène gastronomique. 2 étoiles au Michelin, c'est important dans la carrière d'un chef, ça. ça fait partie de l'évolution, d'un parcours, d'objectifs aussi également. Ça t'a déjà apporté des inconvénients ? Moi, je le vois pas comme une contrainte. Au contraire, l'étoile, je l'ai vu comme un salut. Pour moi, le Michelin, c'était vraiment le Saint Graal. Et je vous emmène dans une des plus belles adresses de la région et la plus belle adresse de Narbonne. On est aujourd'hui à la table de Lionel Giraud. Et puis, merde, j'ai une grosse responsabilité au quotidien, quoi. Je fais ingurgiter un corps étranger à des tierces personnes que je connais pas. T'imagines la pression ? Et en fait, je pense que l'étoile Michelin, au départ, c'est tout simplement la récompense du travail bien fait. Il faut dire que les émissions de télé cuisine nous ont beaucoup aidés. Avant ces émissions-là, pour le commun des mortels, c'était compliqué. Bonjour et bienvenue à la Table des Chefs, le podcast qui accueille les bâtisseurs du monde de la restauration française. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui nous vient tout droit d'Occitanie, chef 2 étoiles. Il a repris l'affaire en 2003, il a obtenu sa première étoile en 2005 et sa deuxième en 2020. Chef engagé et distingué, aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Lionel Giraud. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Giraud, je suis restaurateur à Narbonne plus exactement. J'ai 3 affaires, une cave à vin, un bistrot qui est assez récent et un restaurant gastronomique qui a 24 ans d'existence sur la table gastronomique et du coup je vous présente mon histoire à la table des chefs. Superbe. Lionel, rebonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. On sort du café traditionnel comme avant chaque podcast et c'est un honneur pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 mois qu'on se parle, on a réussi à caler ça un peu en coup de vent. Tu es de passage sur la région lyonnaise, la capitale de la gastronomie, et je t'en remercie. Ça me fait vraiment chaud au cœur de t'avoir. Surtout que quand j'ai annoncé un peu le podcast, toutes les personnes qui sont déjà un peu passées dans le podcast et qui je suis encore en contact m'ont dit punaise, ah ouais, c'est un très grand Lionel Giraud. Tu montes. Gentil. Ouais, donc moi je suis très content, je suis très content de t'accueillir. On va parler de plein de choses. On va commencer comme à chaque fois par présenter ton cadre, plus le milieu où tu as grandi, l'Occitanie, ton cadre de vie, puis ta reprise du restaurant, les étoiles Michelin. On abordera à la fin un sujet un peu plus complexe qui est la situation de la restauration. Donc on va pouvoir parler de plein de choses, il y aura beaucoup de valeurs qui vont être dégagées de ce podcast. Mais avant de commencer, tu n'es pas sans savoir. Comme à chaque fois, petit podcast, dit aussi petit cadeau. Génial. Merci beaucoup. Donc Merci au moment beaucoup. où Puis on a planifié ça. Ça c'est un sacré beau cadeau. Quand on vient à Lyon, c'est l'incontournable, on va dire. On vend beaucoup comme ça. Ouais. Je remercie la maison Bernachon, Philippe, donc on a reçu dans la table des chefs, à la table des chefs plutôt, si vous voulez voir l'épisode, je vous le mets en lien. Et puis voilà, ça t'offrira un petit souvenir de ton passage à Lyon. C'est gentil. Si tu es prêt, on peut commencer par le premier gros sujet. Et au début, je voulais te présenter toi. Mais je pense que c'est bien plus spontané si tu le fais, toi. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui tu es, où est-ce que tu as grandi ? Écoutez, moi je suis un enfant narbonnais, je suis né à Narbonne il y a maintenant 48 ans, et puis voilà, passionné de ce terroir un peu sauvage, un peu authentique aussi, il faut pas l'oublier, encore aujourd'hui, en 2026, c'est assez rare d'avoir des lieux comme ça, un peu nature, un peu authentique, et donc voilà, j'ai un attachement particulier à ce terroir qui est le mien en fait, dans lequel j'ai grandi, voilà. Alors après j'ai fait j'ai bien sûr grandi sur Narbonne, donc c'est quand même une ville, il y a 60 000 habitants, on n'est pas non plus déconnecté de tout, mais après on m'a mis en pension à l'âge de 11 ans à Sorèze, plus exactement à l'école royale militaire de Sorèze, qui est entre Castelnaudary et Revel. Donc là on est un peu plus dans l'arrière-pays, proche de la montagne noire, avec voilà, un climat un petit peu plus frais, un peu plus éloigné de la mer comme on dit, et voilà, donc ça vous forge un caractère. Ça, bien sûr, quand on a 11 ans on est encore enfant, voilà, c'est un peu le passage à l'adolescence, et on est voilà, en gros on vous pousse à couper le cordon ombilical et à devenir un petit peu plus on va dire un petit peu plus adulte, même si on est encore jeune. C'était une école catholique tenue par les jésuites, avec bien sûr cette rigueur militaire, et donc il fallait
fallait être un petit homme parfait, Ouais. droit. Et voilà, donc ça a permis sûrement à mes parents d'être un peu plus, on va dire un peu plus sécurisés concernant mon éducation, et puis aussi un peu plus tranquille à la maison sûrement. Qu'est-ce qui t'amène à la restauration, toi? Alors mes parents étaient déjà dans la restauration, donc si vous voulez, je pense que le chemin aujourd'hui, avec le recul, le chemin a été comme une évidence, dans le sens où je me suis dit, tiens, je vois déjà pas beaucoup mes parents, je les vois très peu, on m'a éloigné, on m'a mis en pension, bon, pour des raisons peut-être aussi parce que j'étais un peu turbulent. Alors aujourd'hui, ils mettent des noms, TDAH, TDC, enfin, je sais plus quoi, là, tous ces noms, voilà, où on met que quelqu'un, un jeune, est un peu turbulent, peut-être un peu déconnecté de certaines, on va dire, de certaines matière en tout cas à l'école, et puis parce que peut-être aussi je m'ennuyais peut-être dans ce format-là, et donc voilà, par peur peut-être de louper mon éducation, voilà, ça a été pour eux aussi évident de m'envoyer dans une structure un peu plus encadrante, on va dire. Mais bon voilà, après je pense que je suis rentré dans ce milieu-là au début pour être un peu avec eux aussi, avec mes yeux de jeune ado, quoi. Et puis, parce que bon, l'école hôtelière, je suis rentré à Saint-Chilly-d'Apcher, à l'école hôtelière, c'est en Lozère. Voilà, encore une fois, un endroit assez perdu, mais enfin, à Saint-Chilly-d'Apcher exactement, ouais. Et voilà, où à 15 ans, je rentre en école hôtelière, et puis je fais mon petit parcours. Et puis, bon, voilà, je vais très vite sur Paris, quoi. Très vite sur Paris après, faire Donc quelques classes. ça a duré combien de temps, cette école hôtelière? 1 an, 2 ans? C'est 2 ans. Okay. 2 ans, avec CAP, BEP à la clé. Okay. Et puis voilà, il me fallait travailler, quoi. J'avais envie de mon indépendance, j'avais envie de ma liberté, en fait, voilà, d'être autonome sur pas mal de points. Et puis ayant discuté longtemps avec mon père là-dessus, qui était chef de cuisine, qui a eu des étoiles aussi, qui avait peut-être une vision un peu plus sereine à ce moment-là sur ce qui est le parcours à faire pour un jeune pour se développer, quoi, pour apprendre son métier. Et donc je rentre au Crillon avec l'équipe Christian Constant à Paris, ouais, place de la Concorde, en septembre 1995. Exactement. Et voilà, et puis le parcours a démarré, quoi. De 95 à 2003, tu restes là-bas? Non, je fais plusieurs maisons, mais disons que vous savez, quand vous rentrez dans une brigade comme ça, vous vous dites est-ce que vous êtes à la hauteur, la peur de décevoir, donc vous mettez vraiment, vous mettez une pression folle, parce que déjà je fais partie je pense des personnes qui n'aiment pas décevoir les autres, et donc je me suis mis la rate au courbouillon pas mal de temps pour arriver à gagner la confiance de... La rate au courbouillon? Ouais, c'est une expression, on va dire, c'est une expression en fait de cuisinier, je pense, de se dire voilà, on s'est mis la rate au courbouillon parce que on est angoissé de mal faire ou de pas y arriver. D'accord. Et du coup on met peut-être un peu plus les bouchées doubles, et on travaille un peu plus que les autres pour y arriver, tout simplement. Donc je me rappelle que mes premiers temps, c'était 6h du matin, minuit non-stop, voilà, et puis bon, on parlait pas salaire, on parlait pas de tout ça, parce que c'était pas l'objectif, c'était pas de gagner beaucoup d'argent. L'objectif, c'était d'être reconnu pour ce que nous étions. Donc voilà, la peur de décevoir des autres parfois vous donne des ailes, parfois vous détruit aussi, il faut pas l'oublier. Mais pour ma part, ça m'a donné des ailes, et puis ça m'a permis d'être un peu dans les petits papiers des chefs. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais fait un CV, en fait. J'ai juste dit à mes chefs, voilà, j'aimerais partir pour apprendre autre chose. Et qu'est-ce que vous me conseilleriez? Et c'est comme ça qu'après j'ai acheminé mon parcours professionnel. Je voulais revenir sur un point. Alors c'est top quand tu dis que cet engouement, cette limite rage de vaincre te donne cette possibilité de plus donner de CV. Ça veut dire que tu as fait tes preuves aux yeux des plus grands. Ça veut dire que je pense que les chefs à ce moment-là, enfin le chef en ce moment-là voit du potentiel me concernant. Après, encore une fois, on gravit les échelons petit à petit. Bien sûr. On démarrait commis, puis premier commis, puis demi-chef de partie, puis chef de partie, puis premier sous-chef, et puis après chef de cuisine. Donc ça a été un process un peu long. Mais ça s'est fait parce que sûrement que j'étais à la hauteur.
de ça aussi. Alors aujourd'hui, il y a une accélération vraiment dans la progression de la hiérarchie. Avant nous, il fallait du temps. Vous savez, j'avais des chefs de parti qui avaient 40, 45 ans, qui avaient 20 ans de maison, 15 ans de maison. Enfin, c'était c'était des papas, quoi. Et aujourd'hui, t'es chef de parti, t'as 20 piges, si t'as déjà 2-3 ans de métier, c'est bien déjà, tu maîtrises. Donc on a quand même un peu plus libéré tout ça. Donc à l'époque il fallait quand même prouver et donc moi je me rappelle où je rentre au Ritz après le Crillon, donc en tant que premier commis, donc deuxième commis je suis passé premier commis et j'ai eu une des promotions les plus rapides de l'histoire du Ritz, parce que à l'époque de Guy Leguet, parce que de premier commis je suis passé à demi-chef de parti au bout de 6 mois, mois de maison, et c'était assez rigolo parce que il y a des gens qui m'en voulaient, quoi. Des mecs qui avaient 5 ans, 4 ans de maison, 10 ans de maison, qui étaient toujours premier commis ou même second commis. Et du coup, on m'en voulait un peu. Donc on me mettait des bâtons dans les roues dans le travail quotidien. Et donc c'était un peu la guerre, quoi. Ah ouais. C'était la guerre. Tu penses qu'aujourd'hui l'ambiance est un peu plus saine ? Sûrement, peut-être. Je sais pas vous dire en fait finalement, parce que ça fait 24 ans que je suis dans ma maison et donc c'est moi qui mes équipes, et on essaie de créer une ambiance propre au travail, mais je pense que oui, ça m'avait un peu desservi sur les premiers instants. Et puis voilà, donc il fallait encore faire ses preuves jusqu'au bout, mais je me suis dit plus vite je vais grimper en hiérarchie, au plus je vais gagner en tranquillité, puisque ça n'a pas été le cas, hein, mais c'était ma vision à ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui t'emmène du coup à la maison Saint-Crescence ? C'est quoi la suite du parcours ? Une fois qu'on a un peu fait le tour de la cuisine des autres, on a envie peut-être un peu d'écrire la sienne, de forger sa propre identité. Et ça, c'est un long process, ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc quand j'ai eu l'opportunité, mes parents vivaient un moment un peu compliqué, il y a un dépôt de bilan à la clé, voilà, moi j'ai 25 ans à ce moment-là. Plus facile d'aller emprunter aux banques, même si c'était compliqué dans le sens où il fallait de l'apport, il fallait des choses comme ça. Et comment j'en avais pas, mais j'avais des contacts, et la dernière personne pour qui j'avais travaillé était un monsieur qui n'a rien à voir avec la restauration, mais qui avait ouvert des restaurants à Bucarest, en Roumanie. Okay. Et parce que il était roumain au départ, il était roumain, et il a fait toute sa carrière lui en France en tant qu'ingénieur informatique. D'accord. Et c'était son passe-temps en fait, c'était son plaisir de bien manger. Et quand il est allé en Roumanie, parce qu'il a monté une société de développeurs, qui était plus facile qu'en France, avec des ingénieurs beaucoup plus compétents. Et donc du coup, il s'est pris par passion de leur faire découvrir aussi la gastronomie française. Et donc il voulait absolument un chef français et ouvrir quelques restaurants qui lui faisaient peut-être aussi un peu d'appui en tant que monsieur là-bas. Donc et je me rappelle, j'étais allé le voir à Agen, il habitait à Agen exactement. Et je dis voilà, je veux m'installer, est-ce que vous pouvez m'aider ? Les banques me demandent 30% d'apport, je les ai pas. Est-ce que c'est jouable ? Et il m'a dit je crois en ce que tu fais, combien il te faut ? Je me rappelle à l'époque c'était 85 000 €, les 30%. Des 200 000, il me fallait 200 000 pour acheter exactement. Pour récupérer la maison de tes parents ? Ouais, pour acheter le fonds de commerce, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, qui épongeait donc les dettes et qui me remettait... je récupérais les crédits en cours et les dettes, mais ça me permettait de solder et de pouvoir constituer ma société avec 1 000 €. J'avais 1 000 €, ma société. Voilà. Et puis, premier fonds de roulement pour pouvoir faire mes premiers achats. Et avancer, mais ça a été 5 ans sans salaire, 5 ans sans jour de repos, sans vacances. C'était comme je pense aussi encore la dureté de tout entrepreneur, bien sûr. Quand on veut s'en sortir. Ça a été assez compliqué, ça a été des sacrifices, et puis progressivement le travail a payé. Quand on compte pas ses heures, je me rappelle le matin, c'était 5h du matin, je me levais, j'allais faire les courses, je revenais, je faisais ma plonge, je répondais au téléphone avec, on avait les kits oreillettes à l'époque, avec le gros micro comme ça, et j'étais en cuisine en train de faire ma mise en place, tout seul, et puis il fallait que ça fonctionne, donc je répondais au téléphone pour les réservations. Voilà, j'allais flyer l'après-midi, parce que je connaissais pas trop les réseaux, il n'y a pas de réseau. À l'époque, non. J'avais même pas de site internet, donc il fallait aller déposer des flyers un peu partout pour dire qu'on existait, quoi. Parce que là, on est en 2003 au moment où tu parles. 2003-2004, les premières années, ouais. Ok. Et d'ailleurs, c'est dans ces premières années où ce travail acharné, où on compte pas les heures, où on compte pas les sacrifices, paye. Puisque tu as ta première étoile, c'était déjà un objectif ?
L'objectif, c'était qu'on parle un peu de moi, quoi. Ça, c'était nécessaire pour remplir le restaurant, hein. C'était, puis aussi, ayant des parents dans la restauration, ayant un papa qui avait eu des étoiles, il fallait prouver aux gens de Narbonne et aux alentours que j'avais aussi des qualités, quoi. Ouais, bien sûr. Que j'étais pas juste le fils d'eux et que c'était facile pour moi, quoi. Tu penses que tu avais une revanche un peu à prendre avec ce début qui n'avait pas été forcément toujours facile et ça a été une manière de prouver? Non, disons que je le fais pas pour moi, je le fais pour eux, en fait. Je le fais pour dire, voilà, j'existe, je suis là, quoi. Enfin, je pense que c'est toute ce process un peu de jeune ado, adolescent, jeune homme, où on fait beaucoup pour exister aux yeux de tous ses parents, en disant oui, je suis pas si mauvais que ça, en fait. Ouais, complètement. Et donc voilà, ça dure quand même quelques années. Et puis après, je me rends compte que non, il faut faire les choses pour soi et non plus pour eux, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, je serai toujours déçu, parce que eux, ils font leur vie, ils ont leurs propres envies, et que finalement, tu t'épuises un peu pour rien. Ouais. Voilà. Elle est inspirante quand même, cette histoire, et puis je trouve que, à mon avis, le travail a dû être efficace. 2 ans pour avoir la première étoile, c'est quand même rapide. Je pense que voilà, on avait... après, j'ai un parcours d'étoilé, donc... ouais, forcément. J'ai un peu les clés en pratiquant la cuisine des autres à ce moment-là, parce qu'en fait, on fait que réitérer ce qu'on a appris avant de construire sa propre identité. Mais au début, on refait. Donc, quand on a un peu les clés, les codes, et qu'on sait ce qu'il faut un petit peu pour plaire aux inspecteurs, on s'efforce d'y arriver. Après, est-ce qu'on est régulier ? C'est un peu la question. On s'efforce de l'être parce que c'est finalement ce qui va payer. Bien c'est sûr. La régularité d'exécution. On n'est pas forcément dans l'hyper-créativité. On est sur quelque chose de sécurisant. Voilà. Puis il faut aussi que les clients viennent et reviennent, parce que c'est le nerf de la guerre, hein. C'est un peu eux qui laissent l'addition à la sortie, et qui payent l'addition à la sortie, et qui donc me permet de pouvoir me développer, et donc de prendre une première personne pour m'aider, que ça soit en salle, puis en cuisine, et puis à la plonge, et puis progressivement on constitue une équipe. Mais voilà, et c'est le process qu'il a fallu. Il a fallu 2-3 ans pour commencer à avoir quelques bras avec moi, pour pouvoir être plus efficace, sortir des choses un peu plus pertinentes, un peu mieux léchées aussi. Voilà, c'est un process logique, quoi. Je crois que c'est une statistique en France, c'est que 85% des gens n'ont jamais mangé dans un étoilé. Donc il y a une question, moi, que j'aime bien poser, c'est à ce moment-là, tu décroches ta première étoile, à ton avis, tu es à quel niveau sur l'ensemble des plans? Moi, je pense que à ce moment-là, je voulais absolument désacraliser tout ça. Okay. Parce que j'étais entouré, je suis dans une ville, comme tu dis, où sûrement 95% des habitants n'ont jamais fait une table étoilée, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui. Et donc, à un moment donné, quand tu te places un petit peu en haut, parce que je suis le seul étoilé sur la ville de toute façon, donc, et on est 3 sur la région, avec Gilles Goujon et Franck Putla, et maintenant un peu plus avec des jeunes qui se sont installés, mais à ce moment-là, même Franck n'était pas installé d'ailleurs encore, il avait une étoile, mais c'était quand il était au château de Carcassonne, j'ai oublié le nom de à Carcassonne. Oui, à Carcassonne, mais c'était pas le sien encore, donc et je suis même pas sûr qu'il avait encore l'étoile, donc vous voyez, donc on était tout nouveau, et donc dans les yeux des gens, c'est le restaurant pour les inaccessibles, en fait. Pour les riches. Ouais, inaccessible. Et moi, je me rappelle, mon premier menu était à 15 €, quoi. Donc c'était hyper accessible, mais seulement les gens se faisaient toute une image. Et puis pour la plupart, c'était leur patron qui allait manger là-bas, donc ils pouvaient pas forcément. Okay. Donc j'ai passé 5-6 ans à fond à désacraliser tout ça, à expliquer à la jeunesse, voilà, et à des gens qui auraient pu qui me fréquentaient à un moment donné, parce que j'allais quand même un peu en dehors après, quand j'ai pu prendre des jours de repos, tout ça, j'allais quand même consommer un peu chez les autres et leur expliquer que non, c'était pas, et puis donc ils faisaient leur premier pas, et puis en fait ils se rendaient compte que non, c'était pas si inaccessible que ça, et puis ça a permis à constituer un noyau issu du bouche à oreille finalement, plus que pour les guides, plus que les guides ou les magazines. Maintenant, les gens qui arrivaient via les guides, par contre, ils me loupaient pas, il fallait que bien sûr tout soit parfait, et parfois on n'était pas à la hauteur de leurs espérances. D'accord. Forcément, parce que on était des jeunes et on démarrait, il fallait aussi qu'on puisse se casser les dents de temps en temps. C'est quand même très intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai retrouvé des traces de toi, des archives qui, de manière très avant-gardiste, tu prends la parole là-dessus, sur les réseaux sociaux, comme peu le faisaient à l'époque, face caméra, une interview avec un de tes compères que je ne saurais citer, où tu vas
justement remettre en question l'idée que se font la plupart des gens sur les étoilés. C'est très guindé, on a encore faim à la fin du restaurant, on a encore faim, c'est très minimaliste. Et toi, tu viens dire non, c'est pas que ça. C'est une qualité, mais c'est pas que ça. Alors, bon, il faut dire que les émissions de télé cuisine nous ont beaucoup aidés, surtout que ce soit l'émission Top Chef en grande partie. Tu y passes en plus, non ? J'y passe en 2021. Ouais, on est d'accord. Mais avant ces émissions-là, pour le commun des mortels, c'était compliqué. Un étoilé, c'était guindé, c'était lourd, c'était pesant, c'était pompeux, c'était trop de serveurs, c'était... tu sais, les stéréotypes, quoi. Non, mais ouais, mais c'est le grand restaurant de Louis de Funès, quoi. Ouais. Voilà, c'était ça, en fait. Et donc, pour beaucoup, c'était pas leur tasse de thé. Et donc, il a fallu montrer que nous, on était une jeune génération et qu'on était là un petit peu pour alléger tout ça. Et que on a cassé beaucoup les codes aussi, qu'il fallait amener de la nouveauté, de la proximité. Donc, j'ai essayé beaucoup, en tout cas, à ce moment-là, j'ai essayé beaucoup de casser les barrières pour faire un peu la différence. Et ça a été un combat, ça a été un combat. Alors, c'était assez usant. Et puis après, j'ai abandonné, mais les médias sont chargés de faire le boulot. Le reste en 2005 déjà ? Il y avait beaucoup plus tard. Ah d'accord, ok, ouais, je me disais. Non, en 2005, il n'y a pas. C'est 2010, je crois. J'ai vu des vidéos de toi sur YouTube, je vois des vidéos. J'étais énervé, ouais. Un des premiers. Oui, mais très énervé. Ah ouais. J'étais un énervé né, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une période où j'étais toujours assez... Je me rappelle, j'avais fait 2-3 interviews, que ce soit même pour la mairie ou des choses comme ça, et le maire m'a dit, mais j'ai l'impression que tu m'engueules, en fait. Non, je sais pas que je vous engueule, c'est que je suis un révolté de nature et que je parle avec le cœur, et donc, comme toute personne qui parle avec le cœur, je mets pas de filtre, et donc, quand il n'y a pas de filtre, ça fait presque quelqu'un d'énervé. Mais c'était assez rigolo, donc du coup, il refusait de diffuser mes interviews. Mais il y en a que j'ai trouvé sur Dailymotion, tu sais. Et je regardais, il y a 17 ans. Je me dis, mais c'est 17 ans, 2008. Mais attends, mais qui faisait des interviews tout seul face caméra 2008 C'est fou. C'est fou, ouais. Mais quand on a échangé tout à l'heure, je te parlais que j'avais déjà ressenti, à l'époque, j'avais pris des attachés de communication en alternance. Parce que je me disais que ça allait me permettre, en fait, de me faire connaître. Et puis Cyril Lignac commence à arriver à la télé. Et je me dis, putain, c'est ça qu'il faut faire. Mais bon, si j'ai pas l'opportunité d'aller au grand écran, tant pis, je vais prendre le petit écran. Et voilà. Et puis encore une fois, ça a été des bagarres pour arriver à ça. Et puis il faut pas oublier que c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de cuisiner. Ouais, bien sûr. Et qui plus est, de surcroît, de faire tourner une affaire. Donc forcément, le temps se fait de plus en plus court. Et donc il faut arriver à trouver un équilibre dans tout ça. Et petit à petit, on perd de l'énergie. Et en perdant de l'énergie, il faut se consacrer à des choses plus, on va dire, plus rationnelles. Voilà. De 2005 à 2020, c'est quand même une très longue période, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe dans la maison Saint-Crescent ? Dans les grandes lignes, je pense que tout se développe petit à petit, que ce soit l'axe économique. J'ai eu des moments de suer où les banques appelaient tous les matins pour savoir où c'est qu'on en était, si on avait des chèques à déposer. Parce que oui, on nous met une pression d'enfer parce que ça rentre pas. Un commissaire aux comptes qui arrive et qui dit écoute, là pour aujourd'hui, t'as 100 €, on verra demain, quoi. Et il faut faire les courses avec ça. Donc je pars sur une orientation de cuisine un peu de type moléculaire, on va dire, parce que déjà, en plus, c'était la tendance à cette époque-là. C'est quoi moléculaire ? Tu sais, c'est la cuisine de Ferran Adrià, de Albouli, quoi. C'est la cuisine d'azote liquide, c'est la cuisine qui fume, c'est la cuisine de spectacle, d'apparat, où finalement, avec un produit déstructuré, tu fais bouffer 4 personnes, quoi. Avec un pigeon classique, traditionnel, tu fais manger une personne, voire 2, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de là, il fallait trouver... Et donc, on m'a calé cette étiquette, et qui m'a d'ailleurs beaucoup pesé, beaucoup desservi par la suite. On me considérait comme le cuisinier cuisine moléculaire, donc les gens venaient plus chez moi. Alors j'ai capté une nouvelle clientèle à travers ça, qui elle par contre aimait ça. Et en même temps j'en ai perdu beaucoup. Donc je me suis retrouvé avec une salle à moitié vide, ou à moitié pleine, il fallait le voir plutôt comme ça à ce moment-là. Et donc il a fallu refaire un travail sur soi-même, sur un travail d'identité en fait. Voilà, arrête de... Pourquoi tu fais ça ? Ça te ressemble pas finalement, c'est pas toi, c'est pas ton histoire. T'as fait ça par nécessité économique et donc on t'a mis dans ce
dans ce petit tiroir, et ça va être long de s'en sortir. Donc il va falloir communiquer comme quoi tu t'en sors. Et donc je rencontre un des présidents de Slow Food, et qui me dit, mais en fait, ta cuisine, il faut prendre le temps de la manger. Et parce que c'est ça, Slow Food, c'est prendre le temps. Ouais. C'est quoi Slow Food ? Slow Food, c'est une, on va dire, on peut pas dire ça, c'est une association mondiale en fait, des gens qui aiment la bonne chair, qui savent, c'est savoir vivre et savoir manger. D'accord. Voilà, c'est ça, Slow Food, prendre le temps en fait. Ok. Et d'ailleurs, c'est un escargot qui mange une feuille de salade, le logo, donc tu vois. Ah, mais je crois que je l'ai déjà vu. Ouais, c'est parti d'Italie. Ok. C'est à la base, c'est italien. Ouais. Et puis voilà, et donc j'ai commencé à faire des vidéos avec eux, j'ai commencé à parler un peu de tout ça, et pour en fait essayer de faire comprendre aux gens que mon identité avait changé. Mais tout ça, tu sais, là on fait des setups de 4-5 ans à chaque fois, hein. C'est pas que sur une année, c'est quand tu avances dans ta propre identité, ça c'est des paliers de 4, 5, 6 ans. Bien 6 sûr. ans des fois. Bien sûr. Voilà, donc là on parle de 2005 à 2010 quoi. Ok. Hein, là on parlait de communication, d'identité, de développement, c'est ça, c'est 5-10, tu vois, déjà il s'est passé 5 ans, c'est long 5 ans. C'est long et court en même temps. Ouais, complètement. Voilà. Et du coup, là, hop, tu rajoutes 5 ans de 2010 à 2015. Et là, tu améliores ta façon d'être, de faire, parce que tu vieillis, tu prends de l'expérience, tu as des collaborateurs différents qui arrivent à tes côtés, tu les manages plus de la même façon, tu amènes d'autres façons de faire, et puis tu améliores ton outil de travail aussi. Donc vu que tu as un peu plus de moyens, tu peux un peu plus te payer de belles casseroles, voilà. Et puis quand ton affaire va mieux économiquement, qu'on t'appelle pas tous les matins, te mettre la pression de savoir si tu as des chèques à déposer, tu as moins la tête dans les comptes et tu as plus la tête dans tes casseroles. Donc tu commences à te retrouver un petit peu, à retrouver ton corps de métier principal, celui qui t'a fait vibrer, celui qui t'anime tous les jours, celui qui te donne envie d'aller de l'avant. Et puis c'est un métier où c'est un don de soi, donc tu as envie de faire plaisir aux autres. Donc tu te remets dans tes casseroles et tu vas chercher au plus profond de toi des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginées en fait. Tu penses que c'est se remettre à fond la tête dans ta cuisine qui t'a fait aller décrocher la 2e étoile en 2020 ? Oh non, ça a été bien plus loin. Là, je te parlais de 2010-2015, et après 2015-2020, là, il y a eu un autre process où j'ai commencé à dire, voilà, mon terroir, c'est ça. Ok. Ma cuisine, elle doit uniquement être basée sur ça. D'accord. Sur ce territoire. Ok. Donc, attends, je suis chanceux, quoi. L'Occitanie, t'es au bord de la mer, t'as la montagne, t'as quoi les faire, plaines, je veux dire, on a les Pyrénées à côté. T'as du gibier. J'ai tout. En fait, la seule chose qu'on n'a pas trouvé, c'est la vanille, le chocolat et le café. Et encore que la vanille, j'ai un illuminé aussi fou que moi, qui fait des fruits exotiques à Toreil, qui est Fred et Lily. C'est des gens passionnés aussi, et finalement on a fait notre première grappe de vanille, donc ça risque de porter ses fruits dans pas longtemps. On a recréé l'écosystème de l'île de la Réunion, enfin, sous verrière, maîtrisé avec des panneaux solaires. Enfin, c'est toute une organisation, mais donc peut-être qu'on aura la vanille. Bon, le chocolat et le café, ça sera plus compliqué, mais c'est pas grave. De temps en temps, on peut se faire plaisir aussi. Mais voilà, donc l'idée, c'est de se dire, voilà, malgré ce terroir, j'en apprends tous les jours, je découvre tous les jours. Parfois, je m'ennuie, mais dans l'ennui, en fait, viennent les bonnes idées, souvent. Et c'est aussi nourrir son cerveau à travers l'ennui. Aujourd'hui, on prend pas assez le temps de s'ennuyer. Moi, je dis souvent à mes enfants, arrêtez avec vos réseaux, avec vos écrans, avec vos machins. S'ennuyer, c'est aussi amener à la créativité. Je trouve. Réfléchir à des nouvelles façons d'être soi-même ou d'exister. Et donc voilà, non, le process 2015-2020, voilà, j'ai aussi une révélation. Je pars au Japon pour bosser, en fait, et je suis confronté au vivant, en fait. Je suis confronté à des gens qui ne cuisinent pratiquement que le vivant. Et là, je me dis, waouh. Comment est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ce qu'avaient fait les anciens pour la conservation, pour les maturations, pour finalement respecter ce que la nature nous offre au quotidien, respecter l'ensemble du vivant, pourquoi est-ce que nous, Français, enfin en tout cas moi, Français, j'y ai pas pensé ? Ça veut dire quoi, cuisiner le vivant ? C'est sur de l'huître, de la moule, c'est sur quoi ? Non, c'est tout le vivant. En fait, c'est-à-dire que le poisson, il est vivant. Quand tu le reçois ? Ouais, tout est vivant. C'est eux qui vont mettre la mise à mort, ou le poissonnier qui va donner la mise à mort avec une technique du respect
du produit, sans souffrance. Voilà, ça s'appelle la technique Ekijime, qui va ôter la mort des chairs, qui va empêcher la putréfaction rapide, qui va permettre donc de conserver le poisson, en fait, ressources, matières premières, qu'on ne doit pas gaspiller. On vit à crédit sur nos ressources naturelles, et nous Français on fait un peu les je m'en foutistes à gaspiller un maximum de nourriture, alors que sur d'autres continents il y a des gens qui n'ont pas accès à la nourriture. J'ai fait des conférences où des fois je me suis confronté à des gens qui n'avaient pas cette conscience de ça et qu'ils parlaient de leurs petits problèmes, de moi ça j'aime pas. Mais moi le concept de j'aime pas, je le conçois pas en fait. C'est pas en fait, t'aimes pas parce qu'on t'a donné la possibilité d'avoir autre chose. Mais si c'est pas une allergie, si c'est pas juste parce que c'est une histoire de goût, en fait, j'ai été confronté à des gens qui, eux, m'ont juste posé la question, mais en fait, est-ce que c'est comestible ? Bah oui, si c'est votre assiette, c'est que c'est comestible. Et eux, ils étaient ravis, ils étaient contents, ils étaient aux anges. Et à côté de ça, ah ouais, non, mais ça, moi, j'aime pas. Non, mais alors, les goûts sont pas universels, donc vous allez faire l'effort de goûter. Mais non, hein, parce que enfant gâté, parce qu'à un moment donné... Ouais, des gens me parlaient de ça, ou même au restaurant, quoi. Disaient, ah oui, non, mais ça, moi, c'est pas possible, j'aime pas. Mais pourquoi vous aimez pas la betterave ? Parce qu'à un moment donné, vous avez vécu une mauvaise expérience à la cantine. Mais c'est pas grave, moi aussi, j'ai vécu des mauvaises expériences alimentaires. C'est pas pour autant que je me suis coupé de ces produits-là. J'ai appris à les découvrir d'une façon différente, et de par ce travail de réflexion, à les amener à être différents, à être meilleurs. Aujourd'hui, avant, le légume, on le cuisinait très peu, où c'était mis de côté, donc forcément on mettait pas d'amour en ce qu'on faisait. Aujourd'hui, moi quand je fais une betterave, mes gars quand ils cuisinent la betterave au resto, ils se mettent ça, un boulot de titan pour arriver à faire que... Et là j'ai des gens moi qui mais non mais ça moi je peux pas. Et goûte, fais l'effort en fait. C'est de la folie. Et donc on est parti sur cet axe-là parce que à un moment je me suis dit mais merde, on est dans un pays en fait qui a perdu la notion de qu'est-ce que c'était un produit de base qu'on va élever au rang d'art, en fait, qu'on va élever à un niveau de goût qui est juste incroyable. Mais par contre, ils vont pas faire les difficiles sur les produits hyper fracturés. Acheter en supermarché avec de la protéine de lait qui crée des allergies, avec tout un tas du glucose, n'en parlons pas, des sucres modifiés, des choses folles où il y a des œufs, je ne sais pas combien de lignes de œufs, alors que le produit initial, il y en a plus que 10% dans le bordel. Donc c'est là où je me dis, et ça ils consomment ça tout le reste de l'année, il n'y a pas de problème. Et quand ils viennent chez nous, on leur fait consommer un truc 100% local, bon, et bon pour leur santé. Ils font pas l'effort de goûter. Et là on dit, ah ouais non mais ça moi j'aime pas. Alors ça m'insupporte. Mais c'est un long combat et ça continue encore à l'advenir aujourd'hui en 2026. Donc vous voyez, quand je te dis, c'est des paliers à franchir, voilà. Donc c'est choc, j'arrive au Japon, choc du vivant. Je comprends qu'en fait il y a des gens qui sont hyper respectueux de pouvoir avoir à manger. Et donc pas le même rapport avec ce que je vis moi en tant que Français au départ. J'ai un passage aussi où je parlais tout à l'heure de la Roumanie où j'apprends l'humilité parce que je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui font 3 boulots pour arriver à vivre, pour gagner $240 par mois. Et toi, tu as la sécurité sociale en France, tu as tout, il n'y a pas de problème, tu fais un job et puis encore tu râles. Et puis en plus, même si tu fais 12-15 heures dans une cuisine, finalement je me dis, attends, c'est que dalle par rapport à ce que sont en train de vivre. Ils rentrent chez eux, ils allument du chauffage, le gaz de ville, quoi, pour se chauffer à la gazinière, quoi. Tu vois, les canalisations sont gelées, ce qui fait moins 40, donc ça veut dire que pour aller aux toilettes, c'est déjà compliqué. En Roumanie, ça ? Ouais, à Bucarest. Donc tu te dis, je te parle de ça, c'était 2001-2002. Donc, t'apprends déjà quand même à relativiser, quoi. T'apprends déjà à dire, attends, en fait, nous, on est quand même confort, quoi. Donc tu vas peut-être arrêter de te plaindre et te mettre un peu au travail correctement. Et voilà. Et donc c'est tout ce process, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent dans la tête d'un homme à ce moment-là, que ce soit parce qu'on est dans la difficulté, parce qu'on est seul avec soi-même, parce que là tu te sens seul, hein. Je veux dire, moi me suis toujours dit, je suis seul avec du monde autour, quoi. Il y a beaucoup de monde, mais en fait c'est toi qui dois porter tout le monde pour avancer. C'est tout. Si tu veux arriver à tes objectifs, en fait, tant pis, c'est à toi d'être le leader et de tirer la charrette. Mais la charrette, parfois elle est lourde, hein. Et des fois quand on a un gros sur les épaules, c'est la santé qui lâche, ou c'est l'énergie qui est plus là et le moral qui est au plus bas. Mais j'ai eu cette capacité pendant pas mal d'années à dire, je me couchais le moral au plus bas et j'ai arrivé à me réveiller avec le moral au plus haut, pour aller déplacer les montagnes et affronter les nouvelles difficultés. Donc tout ça, c'est des choses qui sont le process de 10-15 ans de vie, mais je pense que c'est à peu près chez tout le monde, quoi. Voilà, c'est à peu près chez
tous les entrepreneurs ou tous les chefs de cuisine qui ont sûr. réussi à faire la différence avec leur propre histoire. Attention, on n'a pas tous la même histoire, et tant mieux, et heureusement. ouais. Et c'est ce qui crée cette identité, Ouais. c'est chacun. Et donc quand on commence à trouver sa voix et son identité, je pense que là, parce qu'on est en adéquation avec soi-même, avec son fort intérieur, je pense que les distinctions arrivent à ce moment-là. Non pas parce que c'est une quête permanente, justement, quand on est dans la quête permanente, on ne voit plus que ça. Et quand on ne voit plus que ça, on ne fait plus plaisir aux gens qui nous entourent, on ne fait plus plaisir aux clients, et on ne fait plus plaisir à soi-même. Et ça devient même... C'était destructeur à un moment donné pour moi, quoi. Chaque sortie du Michelin, j'étais au fond du seau, quoi. Parce que tu attendais la deuxième Ouais. étoile, Et puis surtout parce que les gens nous disaient « Ah putain, ce que vous faites, c'est incroyable, c'est génial, vous méritez, quoi. » mais tu l'as pas. Mais ça tombait jamais. Ou même des fois, je regardais les réseaux et on nous annonçait, quoi. Des mecs un peu influents. Qui disent des- ah là il va l'avoir c'est sûr. Ouais, des gens. Moi, je voyais sortir mon nom, quoi. Et c'est arrivé à plein de chefs encore, il y a pas longtemps, avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Fanny Ray, qui est une jeune fille qui a fait Top Chef, qui est une jeune fille qui est âgée aussi aujourd'hui, mais qui à l'époque je voyais à la télé et tout, qui s'est beaucoup donné de mal. Et quand c'est arrivé là, on s'était croisés à plusieurs reprises. J'ai dit, écoute. Lâche un peu, tu verras, c'est le moment où ça viendra. Enfin, en tout cas, c'était mon Bien sûr. conseil parce que c'est ce que moi j'avais vécu et que je pense que c'est le conseil que je donnerais à toute personne. Après, encore une fois, bien sûr que c'est la distinction de folie, quoi, parce que tu gagnes en notoriété, ça c'est un fait, mais t'es validé un peu par la profession, quoi. Mais c'est quoi du coup le juste milieu? Parce que tu dis oui, bah à un moment j'étais trop dedans, il faut quand même être dedans quoi. Et c'est quoi le juste milieu selon toi? Non, je pense qu'il faut faire la cuisine qu'on aime, et puis si ils estiment qu'elle mérite, parce que en fait c'est quoi? C'est la quête de son propre bonheur personnel. S'épanouir. Bah ouais, grave. En fait, c'est ça l'objectif. Alors, je vais avoir 50 ans, alors je parle peut-être comme un vieux con, mais je pense que c'est ça la clé. C'est de s'épanouir d'abord et de s'écouter soi-même, en fait. C'est sûr que pour un commis, on va dire oui, mais moi je veux avoir du niveau, je veux avoir du niveau. Et en fait, toi, c'est une fois que tu as eu le niveau que tu te dis non, en fait, je veux m'épanouir. Ouais, et là, c'est il y a ça. eu la consécration de la deuxième. Ouais, je pense. Ouais, c'est Et super puis, inspirant. Et puis c'est surtout, je te dis, l'ouverture sur des choses concrètes, en fait. On vit à crédit sur nos ressources naturelles et je vais pas respecter ça. On vit dans une folie où il faut faire toujours plus, mais en fait je passe à côté des choses simples. Tu vois, un jour j'ai rencontré un homme qui me disait ton problème en fait, c'est que tu ne vois que ton objectif, c'est l'arbre qui est au bout du chemin. Et donc tu ne vois plus que cet arbre, mais tu as oublié tout ce qui est l'écosystème qu'il y avait autour et tout cet écosystème peut t'amener en bien pour que tu atteignes tes objectifs et que tu arrives à cet arbre en ayant encore de l'énergie, quoi. Ça passe par quoi cet écosystème? Ça sert, regardez le petit arbuste, la petite fleur, la petite abeille, la petite noix qui est par terre finalement, le petit caillou qui cache une herbe qui est peut-être aussi très bonne aromatiquement. Et voilà, pas juste, tu vois, le chêne qui va te donner la truffe, quoi. Ok. En gros, c'était ça, pas juste cette belle pièce qui te fait rêver. Donc pour moi, c'était ça l'étoile. Ça reste un objectif, mais il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a autour, quoi? Ouais. Tu vois? Et toi, ça s'est concrétisé comment? C'est la famille, des autres hobbies? Non, pas d'hobby, pas de famille. Enfin, en tout cas, là, quand je dis pas ma femme, pas la. J'ai construit ma famille avec ma Bien femme, sûr. avec ouais voilà, c'est la rencontre avec Aurélie, ma femme, avec la naissance de ma fille, puis les problèmes qu'on a affrontés en tant que jeune parent, qui t'amènent à prendre tes responsabilités plus que quiconque, l'arrivée de mon fils aussi, et à partir de là, tu te dis ok, il faut y aller, quoi, il faut avancer, quoi. On peut pas rester comme ça. Et puis l'amour que ça t'amène, quoi. Tu sais, le matin, tu te lèves plus pour le même objectif, tu te lèves plus pour toi, tu te lèves pour eux. Et donc, c'est plus le même rapport, en fait. Je te dirais dans 10-15 ans. Si, Ouais, je pense, si mais je pense que c'est un moteur de vie qui est incroyable, parce que tu sais que déjà, il faut pouvoir affronter les problèmes de la vie, que ça soit psychologiquement, que ça soit économiquement, et donc il faut répondre au présent. Et quand tu réponds présent, ça demande forcément de faire des sacrifices, mais des sacrifices qui t'incombent à toi. Parce que
après avoir fait les sacrifices, encore une fois, tu sais, regarde le process, quoi. J'ai fait les sacrifices au départ pour exister aux yeux de mes parents, entre guillemets, puis après un deuxième sacrifice pour exister aux yeux de ma femme, puis un autre sacrifice pour exister aux yeux de la clientèle, aux yeux de la profession, et puis après encore des sacrifices pour exister aux yeux de mes enfants. Et donc, tu vois, c'est un don de soi et c'est un parcours de sacrifice. Et aujourd'hui, je suis dans une acceptation de moi-même en disant, mais en fait, si aujourd'hui je dois sacrifier quelque chose, ça va être un peu pour moi-même aussi. Ok. Parce que j'ai besoin de retrouver cette énergie, quoi. Ouais. Enfin, déjà, en vieillissant, tu perds forcément de l'énergie, ça c'est clair. Mais voilà, j'ai envie de remplir la gourde, mais de garder un peu d'eau pour moi. Ouais, je comprends. Pour la métaphore. Hein. L'histoire est belle, le parcours est incroyable, très inspirant, je pense que ça parlera à l'audience. Si on se centre un peu plus, toi qui as cette crédibilité-là sur l'étoile, les gens n'arrivent pas à faire, et moi le premier, une vraie distinction entre première, deuxième et troisième étoile. Selon toi, il y en a une ? Alors, moi non plus, je t'accorderai que j'adore aller voir les confrères, j'adore aller manger chez eux, puis aussi parce qu'aujourd'hui j'en ai les moyens. Ouais. Et donc ça me fait plaisir de partager ça avec ma femme, mes enfants. Mais je ne saurais pas te dire en fait. Je ne saurais pas te dire parce que c'est tellement subjectif, c'est tellement une rencontre, un instant T, une osmose avec les choses. J'ai pas la prétention d'être le palais d'un inspecteur Michelin. J'ai mon propre palais. Alors bien sûr que mon palais est peut-être pas le même que tout le monde, forcément. Il doit être bien aiguisé quand même. Voilà, parce que on a... j'ai dû goûter plus d'1 milliard de combinaisons. Et quand je dis 1 milliard, je pense que je suis loin de la vérité. Parce que je fais ça depuis 33 ans. Et donc en 33 ans, quand tu goûtes tous les jours des choses, des accords potentiels, des textures, des goûts, des machins, je pense on développe une capacité sensorielle et mémorielle qui est hors du commun. Et donc forcément, ça nous... voilà, ça m'arrive à pas être d'accord avec ma propre épouse. Parce que forcément... elle n'a pas le même palais que moi, et son ressenti ne sera pas le même. Et toi, son histoire, point de vue culinaire, il est aussi différent que le mien. Oui, évidemment. Donc, évidemment. Elle n'a pas le même rapport, quoi. Et si on arrivait à te je te cacherai, ça va pas se passer, mais on te bande les yeux et tu dégustes un plat, tu pourrais pas dire si c'est de 1, 2, 3 étoiles, tu peux estimer, mais c'est très large. Je pense que ça serait prétentieux de dire oui, ça vaut 2, ça vaut 3. Je pense qu'il faut rester humble de ce côté-là. Voilà. Ok. Moi aujourd'hui, tu sais, ma plus grande question au quotidien quand je cuisine ou quand je suis avec mes équipes, c'est est-ce que ça vaut 2 étoiles, quoi. Est-ce que ce qu'on fait là, les gars, ça mérite 2 étoiles? Ça, c'est ma question fondamentale quotidienne. Te remettre toi-même en question. Évidemment. Donc comment tu peux aller juger le travail de quelqu'un d'autre en disant ça vaut 2, ça vaut 3. Tu vois? Il faut être... Et que les guides qui peuvent le faire. Ouais. Et puis c'est leur job. Ouais, bien sûr. Pas le mien. Bien sûr. Pas le mien. Est-ce que les étoiles, toi, ça t'a déjà... ou même toute cette reconnaissance, ça t'a déjà apporté des inconvénients? Tu viens d'une région super authentique. Est-ce qu'à un moment, tu dis, non, je m'éloigne un peu trop de qui je suis vraiment ou... Non. Alors, moi, je le vois pas comme une contrainte. Au contraire, l'étoile, je l'ai vu comme un salut. Tu sais, je pense que j'ai été serein et moi-même le jour où la 2e étoile est tombée. Parce que la profession ne te regarde pas de la même façon. Les gens ne te regardent plus de la même façon. D'accord. Et tu es pas le jeune premier à qui on va claquer l'épaule en disant c'est bien, continue ce que tu fais, tu vois. Tu es devenu un peu un daron. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On te traite différemment? Ouais, complètement. Donc tu te dis, voilà, tous ces efforts que tu as accomplis, aujourd'hui, ça y est, tu vois, tu es en place un peu. Maintenant, est-ce que l'objectif, c'est d'aller chercher 3 ou de se dire, tiens, tu es un peu plus assis dans la profession? Ou est-ce que finalement, tu cherches à faire un travail qui t'enrichit, qui te donne du plaisir? Toi, parce que restaurateur, c'est de la contrainte quand même, tu vois. C'est pas rien, c'est pas facile tous les jours, c'est des heures, c'est de l'attention, et puis merde, j'ai une grosse responsabilité au quotidien, quoi. Je fais ingurgiter un corps étranger à des tierces personnes que je connais pas. T'imagines la pression? On est le seul métier à faire ça. Ouais. C'est une lourde responsabilité. C'est presque comme les médecins qui pourraient te mettre une piqûre de je ne sais quoi et on accepte parce que tu as la blouse de médecin, toi tu as la toque de cuisinier. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui j'ai un statut. Ouais. Voilà, hier j'en avais pas, aujourd'hui j'en ai un. Ouais. Celui de chef 2 étoiles, c'est pas rien, on est très peu en France et dans Vous êtes le monde. combien? Je crois qu'on est 73 cette année, quelque chose comme ça. C'est énorme. Tu comprends aussi les 3 étoiles? Non, 73 2 étoiles. 2 étoiles uniquement. Ouais. Ok. Ouais. Et donc c'est des restaurants. Il y a à peu près entre tous les étoilés confondus en France, je crois que c'est une 600 à peu près, 620 ou 630 cette année, je crois. Punaise. Une, 2, 3 confondus, ouais. D'accord. Ouais. Donc tu vois, c'est pas énorme. Je crois que ça représente 5% de la restauration française. Depuis très tôt,
tu veux, je dirais pas déconstruire, mais dire que ça ne s'arrête pas qu'aux idées reçues. Non. Que le stéréotype qu'on fait d'un étoilé, bah, il en existe plein d'autres, des étoilés. On n'est pas tous comme ça, les étoilés. Je dis on comme si j'en avais une, mais on se comprend. Toi, c'est quoi les idées que tu as voulu le plus écarter de l'étoile? Je pense qu'il y a plusieurs formats, tu vois. Tu vas dans un 2 étoiles dans un palace ou dans un 3 étoiles palace, ce ne sera pas le même 3 étoiles que mon copain Alexandre Mazia à Marseille, dans son petit restaurant, qui est aussi grand que la pièce dans laquelle on est là, et qui fait un travail de titan avec, je ne sais pas combien, je crois 36 assiettes différentes et tout. Enfin, voilà, donc le gars se challenge tous les jours, quoi. Et au palace, ça aussi, ça sera un challenge différent, mais... je ne vais pas vibrer de la même façon, je ne vais pas manger la même chose. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est cette belle diversité qu'on a réussi à obtenir en France qui a créé... voilà, donc c'est pour ça que quand les gens... Moi, des fois, tu sais, j'arrive avec des gens qui me disent « Ah putain, vous n'avez pas de nappe, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas là. » Mais en fait, tu t'es endormi en quel siècle, en fait? Au siècle dernier. C'est fini les stéréotypes, en fait, où tu allais dans un 2 étoiles avec du foie gras, du caviar, du homard, un joli cru, un chandelier, une belle nappe et un serveur en queue de pie. Et j'ai encore des gens, moi, qui arrivent... Alors, ils ont un certain âge, hein, je te l'accorde, mais qui arrivent chez moi et qui sont outrés, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu le voiturier, parce qu'il n'y a pas ci, parce que c'est fini, ça, en fait. Ou parce que j'ai pas de plat à la carte avec du homard et du caviar, quoi. Et parce que moi, je vais leur servir une herbe de chez moi, un merlu, mais qu'un homme ou une femme a mis du temps le matin à aller pêcher à 6h, 4h, et rentrer dans le froid, voilà, et qui m'a livré sa plus belle pêche, en fait. Bien sûr. Et on va pas le galvauder, tu vois. Il a autant de mérite pour moi que celui qui m'a ramené un turbo. Ou tu vois, je vais pas faire venir de la coquille Saint-Jacques. Des fois, j'adore les Bretons, mais j'irai la manger chez eux, en fait. Ouais. Je me dis, vous êtes venus chez moi, en fait, pour savourer et découvrir cette cuisine d'Occitanie. Donc, je la livre avec les produits où il y a des gens avec un grand mérite, peut-être même plus que moi, parce que quand moi je dormais, ils étaient déjà debout en train d'aller chercher le plus beau produit pour que moi, au restaurant, je puisse vous le cuisiner. Ou aller ramasser un légume, là, quand il fait froid comme ça, chapeau bas, quoi. Ou même quand il fait très chaud, chapeau bas. Donc, moi, je dois honorer tout ça. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, honorer le vivant, prendre conscience que, en fait, on prélève à la nature des choses essentielles à nos vies. Il faut savoir aussi les respecter. Okay. Voilà. Et quand j'ai des gens qui arrivent et qui balayent d'un coup en disant moi, ça, j'aime pas, cette espèce de petite problème c'est problème de riche, quoi. Il faut dire la vérité, tu vois. Et là, ça m'exaspère un peu et je me dis, mais on a tellement encore à apprendre, on a tellement encore à faire dans le végétal, on a encore tellement à faire pour pas gaspiller nos ressources alimentaires, pour éviter le gaspillage, pour éviter la pollution, parce que les restaurants, on est énergivores. Hein, Alors, j'ai pris un coup au moral en 2020 quand on devient des choses non essentielles. Parce que nous, on est devenus non essentiels. En 2020, confinement, c'est la pandémie, on ferme les restaurants parce qu'on est non essentiels. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, on n'était rien dans ce monde. Et que moi, en fait, finalement, je passais mon temps à me foutre la rate au courbouillon, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, à essayer de faire des belles choses dans une assiette qui, finalement, n'est pas essentielle. Et ça me met un gros coup au moral. Et je me dis, mais est-ce que ça a un sens, ce que je fais ? Donc, je vais essayer de... ok, donc je vais être un passeur, je vais devenir un passeur parce que parce que je monte une nouvelle affaire, j'ai pas de rosette, j'ai des problèmes, je viens d'investir 1,6 million sans aucune sécurité, hein. J'ai pas d'hypothèque, j'ai pas de maison à moi, j'ai rien, j'ai pas de terrain, j'ai pas d'argent à mettre en garantie, donc en fait j'emprunte sur juste mon savoir-faire et mon travail. Donc si tu veux, voilà, j'ai ma famille avec moi, je peux de même me retrouver à la rue parce que on est obligé de fermer. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller mettre des courgettes dans mon restaurant à la vente parce que mon maraîcher, lui, il peut pas mettre ses légumes au chômage partiel. Je vais aller chercher le poisson lacrier parce que moi, mes pêcheurs, tous les matins, ils vont relever les filets. Et donc, je vais permettre aux gens d'avoir des produits de proximité de bon augure. Donc ça, premier confinement, tout le monde vient nous voir, c'est génial, merci beaucoup. J'envoie des clients qui sont là, je leur comme Wall, quoi. Je leur grattais les écailles, je leur levais les poissons. Enfin bon, je leur faisais un travail et puis derrière, on réouvre. Deuxième confinement arrive, plus personne parce que les supermarchés sont ouverts. Bien sûr. Et eux sont essentiels, pas moi. Et ça, c'est dur à se dire. Donc l'acceptation, tu vois, là, il y a parce que toi, tu réouvres pas à ce moment-là. Ah non, nous, interdit, nous, pendant pratiquement un an, en fait. De la folie. Et donc là, coup dur, quoi, psychologique, et je me dis, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi, ce que tu fais ? Est-ce que ça a du sens, en fait ?
Et donc c'est là où je me suis dit, attends, on va commencer peut-être à reprendre un peu ce que faisaient les anciens. La nature nous donne, très bien. On va pas gaspiller, on va conserver, on va mettre en pot. Et aujourd'hui, c'est devenu une mouvance en 2026, tu vois. Là, je suis allé en Alsace, voir des amis. Je suis allé manger chez un chef qui a une étoile, qui, à mon sens, a tout compris, parce qu'il a réintégré des poissons de rivière, des poissons du Rhin qui n'existaient plus, ou qui n'avaient plus à table, où on faisait venir de la langoustine d'Irlande, on faisait venir du bœuf de Kobe, on faisait venir des choses, et puis finalement on passe à côté des produits qu'on a autour de nous, et qui ont aussi du sens. Donc, surtout qu'en France, mon Dieu, ce qu'on a. Donc je me dis, ça devient ce process que je me suis longtemps... je me suis longtemps confronté à me dire, c'est les choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, je les ai mis en place et je me retrouve à ce que finalement beaucoup d'autres chefs le mettent en place. Et je me dis, putain, c'est génial. Mais avec la crainte de dire que vu que moi, j'en ai jamais trop parlé, parce que comme on a dit tout à l'heure, je suis peut-être quelqu'un d'un peu trop réservé parfois, ou pas suffisamment grande gueule, ou pas suffisamment, je sais pas, médiatique, ou voilà. Et donc, du coup, je me dis, merde... ils vont tirer la couverture de ces process que toi, tu as essayé de mettre en place il y a quelques années et auxquels tu as été seul à te confronter, à trouver les solutions. Mais en même temps, c'est ça aussi le partage. Moi, j'ai toujours tendance à dire que vivre, c'est partager. Et peu importe ce que tu as laissé comme trace dans ton existence ou dans ta profession, l'essentiel, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Et faire ça de cette façon-là, c'est aussi une façon pour moi d'être harmonieux avec qui je suis. Ouais. Tu sais, les gens oublient beaucoup, même si c'est pas très médiatisé. Moi, je mettrai les liens des vidéos que j'ai vues avec les dates, etc. On peut aller voir que tu étais un des premiers, c'est le précurseur et c'est tout à ton honneur. Ouais. Internet n'oublie pas lui. Non. Donc on verra. C'est ça, c'est vrai. Mais je me suis longtemps posé la question, ça remplit pas plus ton restaurant. Ah non, du tout. Donc ça veut dire que peut-être, tu vois, il faut rester quand même... un restaurateur accessible là derrière. Tu sais, moi, il n'y a pas un service où je suis pas là en fait. Mon restaurant est fermé si je suis pas là. Tu vois, il y a tous les clients qui passent à la table Lionel Giraud, à la maison Saint-Crescent, pas au côté bistrot parce que là c'est encore un autre sujet, mais côté gastro, je suis là. Tous les gens, je suis toujours là, cuisine. Et je les reçois d'ailleurs tous, et je leur signe un mot de remerciement d'être venus nous voir. Le jour où j'ai le budget pour, je passerai. C'est quoi le panier moyen chez toi ? Alors tu sais, moi mon premier menu est à 120 €. Ok. Voilà, et tu as 16 plats différents, 16 préparations différentes. 16, ok, ouais, c'est très garni. Ça fait un peu garni. moins de 10 € la prépa, tu vois, et il y a 20 salariés qui travaillent, donc ça veut dire que tu as un salarié par couvert. Ouais, complètement. Donc, parce que tu as 20 couverts ? Oui. Ah, ok. En ticket moyen, tu vois... au prorata du travail et de ce que tu as dans l'assiette, c'est pas cher payé en fait. Là, j'aimerais beaucoup en reparler tout à l'heure. J'avais prévu toute une partie et je me le garde de côté. J'ai un petit format un peu plus léger que je t'avais introduit tout à l'heure, c'est la brigade ultime. Donc je réintroduis ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais te citer des postes et tu vas me répondre par une personne. Comme si tu devais faire la meilleure brigade de tous les temps. Tu as le droit de prendre des personnes qui sont plus parmi nous, tu as le droit de prendre des gens qui sont étoilés ou pas du tout, etc. De ton expérience perso ou plus une reconnaissance globale. Et on va partir de chef de cuisine à jeune espoir. On va voir un peu tous les postes. Justement, si on commence par peut-être une des pièces les plus importantes de cette brigade, le chef de cuisine, selon toi, pour... Alors, est-ce que je peux intégrer un mentor aussi ? Il n'y a aucun souci. Vois, avant le chef de cuisine, il y a le mentor, il y a le mec qui inspire, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de collaborer avec Michel Guérard, et qui, à mon sens, aujourd'hui, restera mon plus grand mentor. Une personne qui m'a inspiré dans tous les sens du terme, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'avant-gardisme de la cuisine, dans la vision, en fait, de qu'est-ce qu'est un restaurant, tu vois. Et... même s'il y a bien sûr des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, et tant mieux, ça veut dire qu'on a aussi sa propre vision. Mais donc voilà, moi je mettrais d'abord Michel Guérard. Après en chef ultime, là je mettrais Arnaud Donkel. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on se connaît depuis très longtemps. C'est un amour, et c'est quelqu'un qui est resté lui-même et qui est resté le même. Ça fait 30 ans que je le connais, 30 ans que c'est le même. Avec un peu plus de cheveux blancs. On l'embrasse. mais c'est quelqu'un qui est resté le même, et ça, pour ça, chapeau. Donc, et puis tout ce qui touche, il le transforme en 3 étoiles, il ne faut pas l'oublier. Donc tu mets qui ? Donc je le mets à lui en chef, bien sûr. Et en second, tu mets qui ? Moi.
Tu aurais cette modestie de repasser en second? Oui, pourquoi? Ben, je veux dire, c'est une personne qui a un talent fou, qui se développe au quotidien différemment. Alors peut-être que lui, il aura besoin de moi en tant que chef d'entreprise, parce que ma vision peut-être est différente, bien qu'il a un modèle extraordinaire. Il travaille pour Bernard Arnault. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Bah, tu vois, T'as de la ressource. Outre la ressource, c'est un exemple de réussite pour notre pays, quoi. Hein, faut arrêter. Il est pas assez reconnu, je trouve. Bah, non, mais je pense qu'il sert que aujourd'hui, il sert de faire valoir pour la France, mais par contre, on lui tire dessus et tous les gens le jalousent et l'envient, ils veulent faire payer tout et n'importe quoi. Donc, il faut aussi à un moment donné relativiser. Ouais. S'il est arrivé là, c'est pas parce que parce que quelqu'un qui est visionnaire et qui a du talent, quoi. Ouais, complètement. Voilà, c'est tout. Et qui a sûrement aussi beaucoup travaillé. Oui, ça m'étonnerait pas. Ouais, quelques heures par-ci. Il n'y a pas de secret. En sommelier. Alors moi, je reprendrai mon sommelier de cœur, qui est Albert Malongwengibi, qui est le premier sommelier étoilé Michelin, et qui a été récompensé dans ma maison. Donc, énorme. Ma maison a eu le sommelier, le premier récompensé par le guide Michelin. Ça veut dire quoi, le premier sommelier récompensé? Ça a été le premier prix du sommellerie Michelin a été donné à mon sommelier. Ça doit être une fierté. L'année d'avant d'avoir la 2e étoile, parce que je vous signale que l'année où on est invité par Michelin, ma femme, mon sommelier et moi, je me dis, c'est la consécration ça y est, on a 2 étoiles. Ben non, c'était l'année juste avant, et c'était pas moi. Année du Covid, sommelier. du coup? Non, de 2018. Ah d'accord, autant pour moi. Pour le guide, oui, parce que 2019, c'est en 2018 voilà, pour le c'est guide ça. Chef pâtissier. Alors en chef pâtissier, tu vois, je sais pas, je suis assez mitigé sur les chefs pâtissiers. Bien sûr, Cédric Grolet, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est médiatisé de folie, qui fait un travail remarquable. Il n'y a rien à dire. Moi, je trouve que ce gars a été très très bon. Ouais. Mais il ne faut pas l'oublier que c'est Ducasse qui l'a mis en scène aussi. Pas oublier ça. Donc, je sais pas. Moi, les chefs pâtissiers, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Felder, qui a été un des premiers pâtissiers que j'ai rencontré au Crayon quand j'ai démarré. Et du coup, qui était chef pâtissier au Crayon. Et en fait, je me suis rendu compte que l'univers du sucre, c'était incroyable. Donc là-dessus, je suis assez un peu comme un enfant, quoi. Je pense que dès le moment parce que moi, je fais des desserts de cuisinier, quoi. J'ai un peu cette illégitimité, tu vois, quand je travaille un peu la pâtisserie avec mes équipes et tout. Alors, c'est pour garder aussi un fil conducteur entre ce qu'on fait de l'amuse-bouche jusqu'au dessert. Mais des fois, je suis un peu bloqué par certaines techniques en fait que je ne maîtrise pas, et donc je suis assez fan. Donc je mettrai le pâtissier de folie, voilà, qui a tendance aujourd'hui, je ne saurais pas te citer un nom en général, mais voilà, c'est une profession qui se développe tellement vite. Ouais, complètement. Si tu avais un chef de salle? Toujours le mien, Jérémy Livens. Alors après, avec ses défauts et ses qualités. Jérémy comment, pardon? Jérémy Livens, qui est un Belge qui travaille avec moi depuis 14 ans. Et voilà, qui est fidèle à la maison, et avec ses défauts et ses qualités, mais comme toute personne. Bien sûr. Et on a avancé ensemble, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, et on a eu 2 étoiles ensemble, donc c'est cool. Ouais, tu fais confiance à l'équipe que tu as déjà, ce qui est normal. En PDG du restaurant? Bernard Arnault, ça serait bien. Quoi de mieux? Niveau contact et ressources, je pense qu'il nous met en place, quoi. Ouais, je pense que tu es assez bien épaulé. Est-ce qu'il y a si tu devais intégrer un jeune espoir dans cette brigade, quelqu'un qui en ce moment pour toi faudrait le surveiller parce que ça peut être l'avenir de la cuisine française? J'aime bien Mathias Marc. Ah, ça me dit quelque chose. C'est alors, pour la petite histoire et l'anecdote, là il vient de partir de son restaurant où il était sur Paris pour ouvrir son propre projet, donc je pense un nouveau projet en tout cas. Et pour la petite anecdote, quand je suis jury Top Chef en 2021, je le sors. Ah ouais? Je le sors je le sors du concours indirectement, parce que finalement moi j'ai pas j'ai pas les noms des gars devant les assiettes. Oui, c'est anonyme. Mais à ce moment-là, il avait été moins bon que la personne que je mets, à mon goût, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je regrette après, en regardant l'émission, je le regrette parce que je trouve qu'il a du talent, qu'il fait un parcours incroyable dans l'émission. Moi, ça, je le vois pas, hein. On est d'accord. Ouais. Donc, je découvre les candidats le jour où je suis jury. Et c'est les quarts de finale, donc ils se sont déjà bien battus pour arriver là.
Mais bon, je suis assez content parce que ça soit lui ou la jeune fille que j'ai fait gagner à ce moment-là, ils ont tous pris une étoile. Et donc, c'était cool. On en reparlera tout à l'heure, Top Chef. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas prévu, mais j'aimerais bien garder ça. Et si tu avais un poste joker, un poste libre, c'est comme un électron libre dans la cuisine. C'est ma femme, bien sûr. Pas dans la cuisine, mais dans la maison. Ouais, important. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, ta femme ? Ma femme s'occupe de la réception, s'occupe de la partie administrative, s'occupe un peu de tout aujourd'hui, parce que je lui ai aussi délégué la ressource humaine, là, qui a été très compliquée pour moi ces 2 dernières années, où je suis plus en adéquation avec la mentalité des jeunes qui m'entourent. Donc il fallait un élément modérateur. Bien sûr. Et il n'y a pas plus modérateur que ma femme. Ok. Et puis ça fait une petite touche féminine, ça aide toujours pour manager des hommes. Ça passe un peu. Mais disons qu'il se confie un peu plus facilement à elle qu'à moi. Complètement, toujours. Moi j'ai vite remarqué les points forts des femmes, on fait plus confiance, on se livre complètement. Bah là, t'as fait une belle brigade. Hein. Ouais, puis moi je suis toujours un peu, tu sais, je suis un peu, j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas un jugement toujours très positif. Enfin, tu vois, moi, les choses, je suis un travailleur, donc moi, le mec qui est pas dans ce sac, je fais partie un peu de la vieille génération, quoi, de la vieille école, et parfois, c'est vrai que je manque peut-être un peu de flexibilité, mais bon, c'est comme ça. Mais je ne veux pas te contredire sur ce point-là, moi. Je suis plutôt de cette école-là aussi. Et pour l'instant, moi, je ne l'accepte pas encore. J'ai l'impression d'avoir raison. Donc, toi, j'ai l'impression que tu dis, bon, bah, on est un peu différents. Moi, je me dis, non, mais ils sont moins bien, en fait. Je suis très honnête là-dessus. Là, pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je n'ai pas de nature à dire que c'était mieux avant et que c'est moins bien aujourd'hui. Okay. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Il faut accepter l'évolution. Il faut accepter, bien sûr, tu sais... Les jeunes d'aujourd'hui, c'est l'héritage que nous avons laissé, ou l'héritage de nos parents, ce qu'ont laissé nos parents. En fait, on se développe et on change en tant qu'enfant, adolescent et tout ça, par l'héritage qu'on nous laisse, par la société, l'héritage sociétal qu'on nous laisse. Et donc, si à un moment donné, on est des râleurs parce que ça ne nous plaît pas, ça veut dire qu'on n'a pas fait correctement notre travail. Bien sûr. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé la société comme on aurait dû la laisser. Bien sûr. Donc, c'est facile de critiquer. Moi, alors ça, par contre, là-dessus, tu vois, c'est un gros combat. J'ai horreur des gens qui critiquent, mais qui font jamais rien, quoi. Complètement. Oh putain, ça me rend fou. Et dans mes équipes, j'ai parfois ça, quoi. Des mecs qui sont toujours en train de critiquer, mais ils ne développent rien. Ou ils ne constituent rien pour la maison, tu vois. Mais ils critiquent. Ils critiquent le client, ils critiquent le chef, ils critiquent le patron. Et quand ils critiquent la maison, forcément, c'est moi. Donc, tu vois, je suis toujours en train d'accepter la critique d'autrui. Mais à un moment donné, quand tu regardes, mais vous avez fait quoi, vous ? Et toi, t'as fait quoi ? Et comment tu arrives aujourd'hui à critiquer ? Si je critique quelqu'un, c'est que je fais beaucoup mieux que lui. Hein. Et donc, c'est une critique positive dans le sens où ça peut le faire évoluer. C'est pas une critique passive. Ah, bien sûr. Sinon, je vais faire ma gueule. Mais d'ailleurs, 99% des gens s'y confrontent sur Internet. Ils critiquent et ils savent rien faire. Mais tu cliques sur le profil. Ça me rend fou. Tu cernes vite. Hein. Tu comprends qu'il fait pas grand-chose. Que moi, franchement, étant jeune... sur Internet, il y a des médias comme Facebook, YouTube ou TikTok, mais j'en prends plein la gueule. Ça m'étonne pas. Mais ils me voient tutoyer Christian Tête-Doigt et ils se disent pas par bon sens, bah il a dû lui demander, c'est les bonnes manières, etc. Mais j'en prends. Mais en message, j'ai déjà eu des menaces, des trucs comme ça. Voilà, tu prends. Pour moi, ça c'est inconcevable. Mais après. Voilà, encore une fois, on parlait de l'héritage de la société. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, moi, j'ai découvert Facebook, les réseaux sociaux, c'était en 2009. Je me suis foutu dessus alors que c'est tard, c'est tôt. J'en voulais pas. Bah c'est un peu tard, hein, je pense. Tu vois, mais je me suis dit voilà, si je veux exister, si mon restaurant doit exister, en fait, il faut ça. D'ailleurs, j'ai une page perso, mais c'est pour le resto en fait. Je n'ai jamais étalé ma vie privée, quoi. Tu vois, j'ai pas posté un selfie en vacances, tu vois, ça m'est jamais arrivé, jamais. C'est pas mon truc, tu vois. Et donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas intéressé les gens à un moment donné, parce que j'étais pas dans cette acceptation du voyeurisme. Parce que pour moi, c'était un peu ça, tu vois. Dans un premier temps, c'était les gens, ils s'affichent et les gens, ils vont le voir. Les autres qui s'affichent, tu vois, c'est du voyeurisme. Voilà, donc ça, c'est... Pour moi, c'était un peu trop. Voilà, j'avais trop de pudeur pour ça, donc ça a été difficile, mais progressivement, parce que j'ai eu des attachés de communication, ils m'ont dit non, mais attendez, chef, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on parle de vous, il faut qu'on mette ci, il faut qu'on mette ça. Bien sûr. Et donc je l'ai fait, mais professionnellement, et j'ai éteint ma vie privée là-dessus parce que je pouvais pas. Déjà, je maîtrise pas, donc et justement, je pense que j'aurais pas accepté la critique, tu vois, de ce que tu viens de m'expliquer. Ça m'arrive des fois sur les réseaux de me faire démonter parce que lors d'une vidéo
vidéo, je dis un truc, je crois que c'était sur la formation, et j'oriente les jeunes à faire une école hôtelière parce que souvent ils abandonnent trop vite parce qu'ils ne sont pas structurés. Une école hôtelière, ça permet la structuration. Mais après, chacun son parcours. Et il y a des mecs qui me disent, mais moi je suis pas issu d'une école hôtelière et puis j'ai très bien réussi dans ma vie. Et ils me rentrent dedans. Mais je lui dis, mais chacun a son parcours. Moi, je n'ai pas la prétention de vous donner un conseil, en fait. Je suis juste, on me pose une question et je donne mon point de vue. Voilà, après, tu acceptes mon point de vue ou tu l'acceptes pas. Mais la divergence qu'il y a entre les individus, souvent, c'est juste une histoire de point de vue. Et parce que tu t'es mis à droite de la chaise, tu n'as pas eu le même angle de vue. Et donc, tu n'as pas vu la même chose que moi. Mais c'est pas pour autant que la finalité sera mauvaise. Complètement. Elle sera peut-être aussi bonne. Complètement. Mais c'est juste que moi, j'ai vu cet angle-là. Voilà. Et j'en ai parlé. Mais voilà. Donc, c'est ce manque de tolérance qui m'excite un peu sur les réseaux. Mais en soi, voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas une nécessité, mais pour en revenir à ce qu'on disait, voilà, on n'a pas été assez bon, ou en tout cas, moi j'ai 50 piges, je milite là-dessus un petit peu, parce que je pense que j'ai envie de laisser notre héritage à mes enfants, quoi. L'héritage de la société. Alors bien sûr qu'on ne maîtrise pas tout, puis seul on ne fait pas grand-chose, mais c'est parce qu'on va être plusieurs qu'on arrivera à bouger des montagnes, voilà. Et après, comme je t'ai dit tout à l'heure, on représente 5% de la restauration française, mon opinion de chef étoilé, il y a beaucoup de gens qui s'en tapent. Ouais, tu vois. complètement. Et puis qui pensent qu'on est des privilégiés, et puis Bon, ça nous a fait bien digresser cette brigade d'ultime. En tout cas, elle est belle et puis le message qui vient après est joli aussi. Moi, je suis issu de cette génération. On me disait, méfie-toi, un client pas content, c'est 11 personnes qui reviennent pas. Et dans ma tête, j'ai dit, mais pourquoi 11 en fait? Et un client content, c'est un client qui reviendra. Donc en fait, c'était la proportionnalité entre 1 et 10 en fait. Et donc le 11e, s'il est déçu, c'est le 11e en fait. Ah d'accord, ok. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut décevoir personne, parce que sinon c'est machin. Et sur les critiques, quand est arrivé TripAdvisor, quand est arrivé tout ça, en fait, tu te disais, mais peut-être quand les gens vont lire ça, c'est pas 11 personnes qui vont pas venir, parce que là, c'est pas que le bouche à oreille, c'est une communauté de gens qui suivent, qui vont pas venir chez toi, quoi. Donc tu peux pas te louper, quoi. Donc tu dois être tout le temps parfait. Et je me suis foutu une pression là-dessus, ça a été un truc de fou à contrôler tous les réseaux, les Facebook, les Google, les trucs. Aujourd'hui, je me suis déconnecté de tout, je crois que j'ai plus qu'Instagram. Tu vois, parce qu'en fait c'est pour vivre en paix, quoi. Parce que le soir je rentrais du boulot, déjà il était 1h du mat, et jusqu'à 3h du mat tu regardes les critiques, les gens qui t'assassinent et tout pour des choses. En fait c'est juste ton point de vue, mais le mien c'est pas le même. Puis après je peux avoir aussi un collaborateur qui merde, tu vois. C'est pas forcément que tu dois pas remettre en question mon engagement, ma cuisine, mon machin. C'est juste parce qu'à un moment donné il y a un mec qui a renversé une goutte de café quand il t'a servi, tu vois. Et des fois on se prenait des zéros, des tollés, des machins, des trucs, on se faisait déboîter. Et je me dis, putain, les gens sont cruels et durs, quoi. Et en vieillissant, je me suis dit, fais chier, quoi. Parce qu'en fait, finalement, tu peux pas convaincre tout le monde. J'ai un copain qui, un jour, que vous connaissez tous, qui est bien, qui est aujourd'hui jury dans Top Chef permanent, qui s'appelle Glenn Viel. Ah oui. Et qui me dit, tu sais, Lionel, quand on cultive une singularité, on peut ne pas plaire à tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Très singulier, lui. Et il avait hyper raison. Mais moi, j'avais même pas entrepris ça. Je m'étais dit, en tant que restaurateur, il faut qu'on me plaise un plus grand nombre. Et puis, je fais partie de. J'ai ce caractère, ce tempérament. J'aime séduire les autres, quoi, pour que ça marche. En fait, ton affaire, il faut séduire les gens. Bien sûr. Quand tu es commerçant, tu dois séduire. C'est la base même de la bosse du commerce. Bien sûr. Si tu sais pas faire ça, donc il fallait que je séduise tout le monde si je voulais travailler, quoi. Donc et puis quand les réseaux sont arrivés, je me suis dit, voilà. Donc est-ce que c'est l'héritage de la société que j'ai envie de laisser? Pas vraiment, quoi. Est-ce que, tu vois, après il y a des choses pour lesquelles je pourrais rien faire, hein. La dette, je pourrais pas la solder à moi tout seul, ça c'est évident. T'as pas 3000 milliards à... Non, ça c'est mort. Par contre, des exemples pour travailler, amener peut-être une nouvelle façon d'entrevoir la vie politique et peut-être les prises de décision pour arriver à nos fins. Ça peut-être je pourrais conseiller, mais après pour le... Mettre ta pierre à l'édifice, quoi. Ouais. Il y a un des gros sujets dont je voulais parler, c'était la situation de la restauration aujourd'hui. Tu as déjà pris quelques fois la parole dessus et ta parole fait du bien parce qu'elle est bien moins lissée, dans le sens où on a l'impression d'avoir quelqu'un d'authentique devant nous qui nous dit les choses, qui va droit au but, et on sent que c'est vraiment, tu le penses. Alors, tu sais, ça fait moins de discours politique en gros. Mais moi je t'ai dit tout à l'heure, je suis un homme qui parle avec le cœur. Parfois, on pense que je suis un peu trop en colère, mais c'est pas ça en fait. C'est que quand on parle avec le cœur, on parle vraiment avec ses tripes et ce qui nous anime.
Et parfois, forcément, les choses qui nous agacent, on a le ton qui monte et qui change. Parce que ça nous énerve. Mais oui, on est dans une période où c'est dur pour la France en règle générale, dans le commerce en règle générale. Et encore une fois, je ne fais pas partie des essentiels. Et je suis un restaurant de loisirs. En fait, tu viens chez moi parce que tu as envie de découvrir. Je ne suis pas une nécessité, quoi. Moi, si tu veux demain juste manger, tu as une multitude de possibilités, que ce soit en fast-food, en self-service, en plastique Sodebo sur l'autoroute, tu vois, si tu as envie de manger, quoi. Ouais. Je veux dire, moi, je fais partie d'un restaurant de loisirs où tu viens vivre une aventure, une expérience, où tu te fais plaisir, où tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais peut-être mangé avant, que tu vas découvrir une identité, un terroir, une histoire. Moi, je te propose ça. Donc forcément, je ne suis pas essentiel. Et quand les gens, tu commences à leur clapper un peu fortement dans leur portefeuille, leur pouvoir de loisir, il est de plus en plus court. Tu vois, et les choses essentielles aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se chauffer, c'est de se loger, c'est d'acheter des vêtements pour ses enfants, quoi, et puis de se nourrir à la maison, d'acheter des courses à la maison, quoi. Donc voilà, il y a aujourd'hui, la guerre est aux portes. Alors, j'ai entendu dire, la guerre est en Europe. Non, la guerre n'est pas en Europe, parce que l'Ukraine, pour moi, elle n'est pas en Europe, hein, on est d'accord. Elle est aux frontières, elle est aux portes de l'Europe, mais ce n'est pas le cas. Et oui, effectivement, ça peut faire flipper, mais donc forcément, ça crée de l'incertitude, ça crée de la peur chez les gens. Donc les gens consomment moins, mettent de côté, épargnent, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et leur centre d'intérêt aujourd'hui, c'est pas de se faire plaisir. Et moi, je suis un restaurant où on se fait plaisir. Donc leur centre d'intérêt n'est plus le mien. En tout cas, celui pour lequel je travaille. Et donc, je me pose les questions en ce moment. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'il ne faudra peut-être pas changer d'axe? Est-ce qu'il ne faudra pas contribuer à notre développement de restauration pour arriver à continuer à vivre? Cette situation en France t'a déjà fait poser des questions d'arrêter? Arrêter, non, mais peut-être... Alors, encore une fois, tu sais, je suis passé de 45 couverts une étoile à 20 couverts. Je me suis dit, ça sera plus facile de remplir une salle de 20 couverts que de 45. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile. Je pensais avoir un temps d'avance et j'ai repositionné mon restaurant en 2020 en ouvrant la brasserie je m'étais dit pour les 10 prochaines années. 5 ans plus tard, j'ai déjà 5 ans de retard. Tu vois, tellement que les choses vont vite. Donc, sauf que moi, mes investissements et mes engagements financiers et bancaires, c'est sur 10 ou 15 ans, tu vois. Et la brasserie, tu l'ouvres dans un point de vue de rentabilité ou plus de plaire à plus de monde? Ou les deux? C'était de donner l'opportunité aux gens de continuer à me suivre, parce que je savais qu'en ayant 2 étoiles et en axant un peu plus les choses sur mon identité, ça allait être un peu plus difficile de plaire au plus grand nombre. Ok. Donc forcément, il fallait amener une autre proposition. Dans une contrainte budgétaire. Peut-être que tout le monde ne peut pas s'offrir. Non, mais mon ticket moyen à la brasserie, c'est 40 €, 20 compris, tu vois. Oui, donc c'est normal. C'est, je pense, le ticket moyen. Et en plus, je suis caviste, donc j'ai... 20 compris, pardon. Ouais. Ok. Donc si tu veux, je suis caviste et je permets d'avoir des bouteilles de vin à prix caviste avec juste un rebouchon. Donc, ou même un verre de vin à 2,50 €, tu vois, ou à 3 €, ou à 5 €. Donc, selon ce que tu prends. Donc, au final, ou même si tu prends, t'as des bouteilles à 8 €. Tu vois, que tu mets sur table, ça te vaut 18, mais tu pars avec, tu vois, tu peux te faire C'est de la folie. Donc en fait, c'est cool. Et en plus, je l'ai mis dans une table de partage où tu peux mettre plein de petites choses à grignoter. Alors bien sûr, si tu veux te faire plaisir, tu peux en avoir pour beaucoup. Bien sûr. Beaucoup, toujours moins cher qu'au gastro, bien sûr. Et si tu n'as pas envie de te faire plaisir ou tu as juste envie de manger pour une nécessité, mais bien, un bon produit bien assaisonné, bien cuit, c'est déjà très compliqué de nos jours à trouver. C'est ce que je dis toujours à mes équipes. Déjà, on fait simple, mais faites-le bien. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une occupation un peu plus forte. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, merde, putain, j'ai 4 couverts au gastro et j'ai 90 couverts au bistrot. Peut-être que j'ai pas la bonne solution. Donc, enfin, j'ai pas le bon axe. Mais c'est comme ça, quoi. Et par contre, les week-ends, restaurant plaisir, là, il y a des gens qui arrivent de partout, qui viennent passer un moment chez nous, qui ont envie de vivre cette expérience. Au gastro et au bistrot? Au gastro, ouais, et au bistrot aussi. Donc voilà, je me dis, est-ce que l'avenir n'est pas différent, en fait? Voilà, est-ce que le gastro, finalement, n'est pas une restauration en voie de disparition? Voilà. En France, en tout cas. Oui, c'est la question que je me pose. Tu penses qu'est-ce qui fait que tout doucement ça disparaît? C'est évidemment que la situation économique des professionnels, comme des particuliers, ouais, pouvoir d'achat. Toi, pour donner un ordre d'idée, tu penses que tu as combien qui passent en charge aujourd'hui? Je sais que c'est démentiel souvent sur les gastros. Sur mes charges une énorme fourchette, mais pas particulier, hein, professionnel. Aujourd'hui, tu comptes avec la masse salariale que j'ai et tout, je suis à 64% de charge. Sur du pro, juste sur l'entreprise. Ouais.
Et au grand désarroi de mon comptable, Démentiel. parfois. Hein. C'est démentiel. Mais je m'en sors, malgré que j'ai des prix bas et tout ça, je m'en sors. Pourquoi ? Parce que tu rognes sur ta vie à toi. Tu rognes sur ta possibilité d'investissement ou de développement. Tu vois, j'ai 24 ans d'existence, donc en 24 ans jamais pris de dividendes. Donc forcément, tu mets des capitaux propres dans ton entreprise. Ouais, et c'est ce qui permet à ton entreprise de continuer à être là et compétitif. Je veux dire, si tu décides de les prendre toi, perso, et que demain, tu as un four qui tombe en panne, tu peux pas changer ton four, tu vois. Par contre, si tu as ça, tu as ton petit matelas. Si tu changes ton four, tu vas pas te mettre dans la merde. Donc voilà, tu consacres différemment. Je vis au-dessus de mon resto. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de mon loyer. Je paye un loyer d'entreprise, je ne suis pas propriétaire des murs. Donc je ne vais pas repayer un loyer ou je ne vais pas m'acheter une maison qui va me coûter de l'argent en fait. Tu vois, j'essaie d'être le plus pragmatique possible pour dépenser le moins possible pour que mon entreprise en fait puisse assumer ses 40 collaborateurs et ainsi de suite. Tu vois, et surtout, je n'ai pas une seule dette fournisseur. J'ai des dettes bancaires forcément puisque j'ai fait des emprunts. Bien sûr. Mais mes fournisseurs sont payés à la semaine. Tu me livres le mardi, tu es payé le mercredi. Tu vois. Je ne fais pas de délai à 30 jours ou 60 jours fin de mois. Et toi qui es quelqu'un tu le disais, de base révolté de nature. Ça, c'est fait pour dormir bien la nuit. Oui, et puis même, on parle en bien de toi. Ça fait toujours du bien d'avoir aucune dette, je trouve. Putain, grave. Et puis, sans compter que moi, je travaille avec des petits paysans ou des petits producteurs. Ces c'est mecs-là, pas le moment, là. Tu fais pas. Complètement. Ils sont pas là pour te faire crédit, en fait. Quand tu vas au supermarché, toi, tu prends, tu payes, tu pars avec ton produit. Moi, c'est pareil, quoi. Tu me livres, tu me donnes ta facture, je te paye. Et j'ai mis ça en place depuis le début parce que finalement, déjà, ça me permettait de voir où c'est que j'en étais économiquement. Et j'avais pas non pas une gestion comptable, mais une gestion bancaire. Parce que moi, quand mon comptable m'amène mon bilan un an après, parce que c'est ça en fait, c'est sur l'année que tu viens de passer. Donc il te le livre, tu clôtures le 31 décembre, il te le file en avril. Tu lis, tu dis ouais, ok, en fait, ça te permet pas de, si t'es en train de faire de la merde, pardon, mais ça te permet pas de rectifier le tir. T'as eu 4 mois. Ouais, c'est dur quoi pour après remettre les choses. Parce que quand tu bouges un paquebot comme le mien, il faut 1 an, 2 ans avant de redresser la barre. Bien sûr. Vois. Et tes marges sont tellement faibles que finalement, à la sortie, tu fais 3 millions de chiffre d'affaires sur les 2 restos, il te reste 100 000 balles ou même pas, ou 30 000. Il y a une année, il me restait 20 000 balles. Sur 3,5 millions de chiffre d'affaires, 20 000 balles. Donc tu te dis, tu l'as dépensé dans frais de fonctionnement. Tu vois, tu l'as mis dans tes collaborateurs, tu l'as mis dans tes loyers, tu l'as mis dans tes impôts, tu l'as mis dans ton URSSAF, tu l'as mis dans tout ça. Mais donc, tu l'as pas mis pour toi en soi. Mais c'est pas grave, je vais vivre sur mon entreprise, c'est-à-dire que je vais dormir sur mon restaurant, donc je vais limiter en fait ma dépense moi personnelle. Et c'est à partir de là que tu crées l'équilibre. Ouais, mais je suis pas d'accord parce que je trouve. T'es pas d'accord, mais c'est le moyen peut-être le plus stable de faire fonctionner l'entreprise en France, tu vois. Complètement, mais c'est super triste. C'est triste, ouais. Bien sûr. En plus, tu disais que tu étais un révolté de base et j'ai l'impression que tu l'acceptes parce que. C'est la résilience. Mais avancer dans la société qu'on m'a léguée, il faut être résilient. Sinon, t'avances pas. J'ai l'impression qu'on court la course avec 40 kilos en plus que les autres pays sur les épaules. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais en même temps, voilà. Alors, mais on a un beau régime social, ouais, mais on a la sécurité. Mais rien du tout. Je trouve pas, hein. Franchement. On avait. Alors, attends, encore une fois, quand moi j'ai démarré, j'ai l'acceptation parce qu'on avait. Aujourd'hui, on a plus. C'était quand 2000 du coup, à peu près. Moi, quand j'ai démarré à travailler. Ouais, non, du coup, c'était 95. Ouais. Donc, on avait. J'étais dans l'acceptation de travailler dur, plus. Même si je ne l'étais pas payé mes 15 ou 16 heures ou 17 heures par jour, mais j'étais dans l'acceptation de me dire que quand même la France, on a un beau modèle. J'arrive de Roumanie, comme je te dis juste avant, je me dis, Bucarest c'est tendu, tu vois, c'est la capitale de la Roumanie, c'est tendu quoi, t'es en France, c'est bien quand même, tu vois, donc t'es dans l'acceptation, tu te dis ok tu travailles mais tu sais pourquoi. Aujourd'hui je pense que les jeunes dont tu fais partie, on passe ce rapport-là. Pas du tout. Parce que c'est plus là. On est plus compétitif là-dedans, ni dans la santé, ni dans l'éducation. Tu sais, je vais te donner une anecdote qui n'a rien à voir avec la cuisine. On est à la table de chef, mais c'est pas grave. De temps en temps, il faut savoir sortir un peu de sa zone de confort. Un jour, je vais récupérer mon enfant à l'école. Il était en CP, ça se passait pas très bien. Ta petite ou ton petit ? Mon fils. Ok. Et donc, je discute avec sa maîtresse qui me dit ouais, votre fils et tout, machin. Tout. Et j'écoute ce qu'elle a à me dire, donc elle le défonce. Et à un moment donné, je la regarde, je dis, mais en fait, vous n'avez pas compris que vous avez un rôle hyper important dans cette société. Vous formez l'avenir de la nation. Et vous êtes en train de me dire que mon gamin, s'il a décroché, c'est que c'était un naze. Non, c'est pas lui qui est naze, c'est vous qui êtes naze, parce que vous n'êtes pas capable de l'accrocher. Vous n'êtes pas capable de lui donner un centre d'intérêt.
Et donc, à partir de là, ça ne pourra jamais fonctionner. Et donc, vous ne trouverez pas écoute. Et donc, ce jeune, quand il sera dégoûté d'aller à l'école. Il n'aura plus envie d'aller. Donc, je l'ai changé, je l'ai mis dans le privé. C'était une personne du public. Je lui fais prendre conscience de ça. Elle me dit, mais monsieur, pour qui vous prenez, vous n'avez pas me parler comme ça. Je dis, non, vous n'avez pas parlé comme ça, parce que je vais vous expliquer une chose. Parce que vous ne considérez pas le fait que tous les élèves que vous avez là sont tous différents, et qu'il y en a qui vont rester à faire semblant de vous écouter, mais qui ne vont rien comprendre. Il y a ceux qui vont comprendre, et il y a ceux qui vont être un peu plus turbulents, parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Et que peut-être tourner d'une façon différente, amener votre cours d'une façon différente, et peut-être que vous allez les intéresser. Ouais, mais vous comprenez, si je dois faire du cas par cas, j'ai 28 élèves. Je dis, vous avez que 28 élèves, quoi. Je connais des écoles où c'est 40 par classe. Donc soyez heureuse de ça. Et dans le privé, ça marche bien. Elle était dans Jean Jaurès, tu vois. Et là, il rentre dans le privé, classe de 34 élèves, tu vois. Donc déjà, voilà. Et putain, maintenant, il adore l'école. Il s'éclate. En plus de ça, il a pris goût à avoir des bonnes notes. Putain, ça me fait plaisir, tu vois. Ça le challenge, quoi. Et pendant très longtemps, il me disait, ouais, mais papa, moi, je suis nul, je comprends rien. Mais non, t'es pas nul, non, tu comprends rien. C'est juste qu'à un moment donné, t'es pas bon dans cette matière-là, ou t'as pas cette capacité à entrevoir ça, mais lâche pas, quoi. Lâche pas. Mais mets-toi-y. Après, moi, je veux dire, j'ai jamais été aussi un très bon élève à l'école. Mais j'étais pas diagnostiqué TDAH, ça n'existait pas, tu vois. Mais je pense que je devais l'être, ou je dois l'être. Et que si je me suis épanoui dans mon métier, c'est parce que c'était un métier qui bouge tout le temps, auquel, tu vois, t'as toujours quelque chose sur le feu, quoi. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est excitant. Mais voilà, donc je fais cet aparté-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, trop peu de gens ont conscience que, leurs emplois dans la fonction publique, dans les hauts fonctionnaires, parce qu'il faut pas croire que c'est nos politiques qui font les choses. Hein. Eux, ils font que parler. Moi, je l'ai compris. Un jour, j'ai un député, je me rappellerai toujours, parce que j'étais encore dans la phase de jeune entrepreneur où je pensais que les maires pouvaient faire des choses. Ils ne peuvent rien faire. Je pensais que c'est les communautés d'agglo, président de l'agglo pouvaient faire. Ils ne peuvent rien faire. Je pensais que les députés pouvaient faire. Et un jour, le député m'a dit, mais en fait, je t'explique, en fait, nous, on fait ça, mais c'est des hauts fonctionnaires que tu connais pas, que tu n'as pas élu, que tu n'entends jamais parler, qui sont dans les ministères et tout, qui eux, même si toi t'as dit si eux ils n'ont pas décidé de changer, parce que écoute, ça fait 10 ans qu'on fait comme ça, vous êtes dans 5 ans, vous serez plus là, et nous on va pas changer parce que voilà, et ben ils changent pas. Donc je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi en fait? La politique, ouais. Donc je me suis dit, mais ça sert à quoi? Donc c'est là où je me dis qu'en fait, peu importe ce que tu vas faire dans ton entreprise, peu importe ce que tu vas essayer de développer, en fait, tu auras toujours ce boulet, tu auras toujours ces chaînes qui vont entraver ta capacité à avancer. Ce serait quoi, du coup, la solution? Résilience, tu constitues des stratégies qui te permettent, en fait, de pouvoir exister et de continuer à avancer dans ton restaurant. Alors, à ton détriment du reste, mais c'est pas grave, en fait. Si tu veux, un jour, je me suis dit, écoute, t'avances, c'est déjà pas mal, tu vois. T'as pas besoin de plus, c'est cool, tu peux partir en vacances quand tu as, tu nourris tes enfants correctement, tu les habilles, c'est déjà pas mal, tu vois. Arrête de vouloir plus. De toute façon, ça va changer quoi? Ça va pas changer grand-chose. Et puis peut-être que demain, tu vois, là au mois d'août, je fais un pneumothorax, je me retrouve entre la vie et la mort avec plus qu'un poumon, parce que en fait, et en plus je suis resté 4 jours, tu vois. Le temps d'aller aux urgences, parce que je pensais juste que je m'étais déplacé une côte, que ça allait revenir, donc je suis allé bosser, tu vois, et tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, il y a un truc qui cloche quand même, il faudrait peut-être que j'aille consulter. Effectivement, je me suis mis en danger grave, et si l'autre côté se décollait, je mourrais sur le moment. Mais, et là, ça m'a fait relativiser, en fait. Tu te dis, mais en fait, mec, t'as 48 ans, t'aurais pu crever hier, et qu'est-ce que tu t'efforces à vouloir quoi de plus, en fait? T'efforces à vouloir quoi de plus? Avance, continue, c'est pas grave, tu vois. Et donc, c'est ça la résilience. Maintenant, bien sûr que demain, tu me dis, ah putain, on a la possibilité de mettre peut-être une nouvelle politique en place, enfin une nouvelle république en place, parce qu'il faut parler de tout ça, il faut vraiment réformer dans le fond des choses. Hein. Je pense que ça, s'il n'y a pas ça, on n'y arrivera pas. Voilà, mais après, c'est encore que moi, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue. Et je sais que parler politique sur un média, putain, je m'expose forcément à des retours. Oui, tout le temps. Mais moi, c'est pas grave, à un moment donné, il faut avancer, quoi. Je pense qu'il faut aujourd'hui se dire qu'on ne pourra plus faire comme avant, ça il faut l'accepter, et qu'aujourd'hui, il faut essayer de construire quelque chose de nouveau pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que maintenant, on est des gens, on est des adultes, un peu réfléchis.
Et que peut-être que ça serait temps de faire confiance à des gens qui ont déjà géré des boîtes ou qui ont déjà fait preuve, en fait, de bon sens dans leur quotidien et dans leur vie d'entrepreneur, quoi. Parce que là, aujourd'hui, on file des thunes à des gens. J'ai entendu ce matin un mec qui disait, mais en fait, c'est comme si tu redonnais de l'alcool à un alcoolique, quoi. Mais c'est un qui s'arrêtera jamais, quoi. Il t'en demandera toujours plus. Et t'as beau dire que les meilleures personnes ne boivent pas, à l'instar, nous, des meilleurs États, enfin des États qui prospèrent le plus, où il y a très peu d'impôts, où on va laisser la liberté aux entrepreneurs en normand, mais pas au point de la France. Ouais. Ils n'écoutent pas. Non. C'est plus d'impôts la solution. Ouais. En fait, c'est ça, parce que ça fait depuis Mitterrand, voilà, que dès qu'il y a un problème en France, on crée une taxe. Bon, voilà. À partir de là, eux, ils ont c'est le remède magique, quoi. Le remède magique aujourd'hui. Ça marche pas trop, hein. Parce que les gens peuvent plus. Parce que les gens peuvent plus, quoi. Tu vois. On a tout perdu. On a perdu, je crois, le leader de l'acier, de l'aluminium, du gaz. On a tout perdu. On a perdu, là, il y a pas longtemps, Macron a revendu. Alors, moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu vois, avec mes yeux d'un homme de 50 piges. C'est que concrètement, à force d'entraver les entrepreneurs de ce pays, en fait, ils ont bradé leurs affaires, ils ont bradé leurs usines, ils ont bradé à des entrepreneurs d'autres pays, à des prix modestes, parce qu'en fait, ils disent, la trahison de la France, chez Alstom, elle s'est bradée à, je sais plus, 15 millions d'euros, un truc comme ça. Ouais. En fait, non, mec, t'as pas compris. C'est parce qu'à un moment donné, vous les avez empêchés de continuer à se développer et de rester des leaders mondiaux, que ces mecs-là ont dit, à quoi bon se crever la paillasse? Il y a un mec qui arrive d'ailleurs et qui m'en propose tant, et c'est le prix de ma liberté. Et c'est comme ça que les mecs, ils ont cédé. C'est comme ça qu'on est allé développer des choses en Chine. Pourquoi ? Parce que les mecs en Chine, ils disaient, venez chez nous, on va vous dérouler le tapis rouge et on va faire. Sauf que on regardait ce qu'on faisait, enfin, ce que les entrepreneurs français faisaient. Et aujourd'hui, ils le font mieux que nous. Et ils ont racheté ce qu'ils avaient racheté. Et aujourd'hui, on est des tocards. Donc forcément, on ne peut pas redevenir comme avant, parce que c'est trop tard. Mais en revanche, on a des jeunes talents, on a des gens qui sont vaillants, qui sont travailleurs, qui ont envie de s'en sortir. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses, d'entreprendre. Complètement. Leur sont-leur un peu de potentiel, leur sont-leur un peu de possibilité d'y arriver. Moi, c'est trop tard, je suis sur la fin. Tu vois, je peux encore peut-être grandir, mais c'est mort, quoi, tu vois. Je fais partie de cette génération où on aura fait au mieux avec ce qu'on avait. Mais concrètement, putain, quand j'entends dire on va encore taxer l'auto-entrepreneur, on va taxer ci, on va remettre la TVA à ça, mais pourquoi faire, quoi ? Pourquoi faire ? On a vu que c'était pas la solution. Pourquoi faire ? Tu vas encore avoir des gens qui vont aller planter à France Travail. Ouais, et puis, ou alors ils partent. Ouais. C'est triste. Ouais, ils partent. Parce que de base, on était un super pays et je pense qu'on a encore un très beau pays. Mais c'est l'État. On est un super pays dans tout. Mais voilà, on a confié, je pense, un peu trop. Je pense que, encore une fois, on s'est fait bercer d'illusions en pensant que donnez-nous votre argent, on va vous faire que du bien avec. Voilà, on va gérer en bon père de famille et tout ça. Non, faux. Voilà. Je suis bien d'accord. C'est une triste note, mais malheureusement, je suis bien d'accord. Toi, pour. Mais ça nuit. Donc ça nuit, pour en revenir, parce que notre question de départ, c'était pour l'entrepreneuriat de la restauration en France, enfin, en tout cas pour les restaurants en France. Oui, il y a des coups durs. Oui, il y a énormément de restaurants qui ferment. Aujourd'hui, on écoute des représentants de l'UMIH, que ce soit Thierry Marx, qui tire la sonnette d'alarme en disant il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 10 ou 12 restaurants qui ferment par jour, des choses comme ça. Oui, la petite restauration ferme, la moyenne restauration qui n'est pas structurée ferme. Ceux qui se sont endettés pendant le Covid ferment, parce qu'ils n'arrivent plus à assumer leur loyer. Le modèle ressources humaines, parce qu'il n'est pas viable si tu as deux équipes de travailler en coupure. Les jeunes ne veulent plus travailler en coupure. Ils veulent avoir un peu de vie privée. Ils veulent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Chose qui ça nous dépasse, parce que finalement, on a trouvé et mis en exergue nos compétences à travers le travailler plus. Hein, on est d'accord avec ça. On gagnait pas plus, mais on travaillait plus pour acquérir des compétences.
Je me rappelle, j'avais fait un post là-dessus, il y a des gens qui m'étaient tombés dessus en disant « Ouais, on peut pas dire ça, travailler plus, machin. » En fait, c'est pas ça, c'est que je vous dis que juste, à un moment donné, j'ai peut-être un peu plus réussi qu'un mec qui était dans la même classe de l'école hôtelière que moi. C'est juste parce que peut-être quand lui, il faisait 8 heures de travail par jour, moi, j'en faisais 14. Donc forcément, je multipliais mon savoir-faire plus vite que lui. Et donc aujourd'hui, au même âge, j'ai plus de compétences parce que à un moment donné, j'ai mis un peu plus. Tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est tout à fait ça en fait. Parce que toi, tu vas faire plus de podcasts parce que tu vas aiguiser ta question, ton savoir-faire, que tu seras meilleur qu'un autre qui va le faire en dilettante, tu vois. Et ça, en fait, ça se comprend. Et non, enfin, on peut pas tous travailler comme à l'usine, quoi. Ça marche pas. Et surtout que moi, dans mon métier, putain, il faut revoir la copie une multitude de fois avant de trouver une assiette qui soit waouh, tu vois. C'est des fois sur un plat, il va nous falloir des fois 3 ans, moi, avant de trouver un truc, tu vois. Des fois, c'est une cuisine d'instinct et ça marche bien. Mais si je veux un truc extraordinaire, il m'a fallu du temps avant de le concevoir, tu vois. Sûr. Donc, c'est le travail. Toujours. Voilà. Et je me dis, aujourd'hui, j'ai raccourci mon temps de travail dans la maison. Pour mes équipes, pour essayer d'amener cette trame de voilà, on est fermé à Noël et à jour de l'an quand même, tu vois. Ça, moi, j'aurais jamais conçu ça, quoi. C'était là où je faisais quasiment mon beurre pour l'année, tu vois. Tu m'étonnes. Là, aujourd'hui, je ferme 3 semaines à Noël, jour de l'an, je donne repos à l'ensemble de mes collaborateurs. Putain, alors, pour eux, c'est cool, c'est normal. Mais pour moi, c'est un sacrifice énorme, tant sur le point de vue économique. Mais en plus, c'est un truc incroyable parce que c'est la première fois que je passe Noël en famille avec mes enfants. Tu vois. Là, cette année ? Non, ça fait 5 ans. Enfin, depuis, ok. Ouais, c'est jeune quand même. Mais voilà, tu vois, enfin, 4 ans ou 3 ans. Non, 3 ans, en 2022. Ok. Pour la première fois. Donc, tu vois, je me dis... Et là, j'étais en train de me dire avec ma femme, peut-être que c'est la dernière année, tu vois. Parce que on a un taux d'occupation qui est merdique et que peut-être qu'il faudra aller chercher l'argent où il est, quoi. Donc, ça sera sur cette période, donc peut-être qu'il faudra rouvrir, quoi. C'est comme ça, tu vois. Mais je me dis pas, non... C'est un acquis social, tu vois. Je vais aller manifester dans la rue parce qu'on va me l'enlever. Mais en fait, si on l'enlève, mec, c'est pas parce que t'as été mauvais. Ouais, c'est ça. Si on l'enlève, c'est parce que c'est la conjoncture qui fait ça. Tu vois, quand je vois les mecs de la SNCF gueuler, mais vous avez des super avantages. Arrêtez de gueuler. Soyez juste contents qu'on vous les maintienne, en fait. Et si on vous les enlève, c'est qu'il y a des raisons. Donc, on les enlève 1 an, 2 ans, 3 ans, on refait la cerise, au lieu que ça soit encore l'impôt des Français qui remettent au panier pour que vous soyez toujours en plus mauvais dans votre service, que vous soyez toujours aussi con et que vous soyez toujours en retard. C'est ça qui m'énerve. Donc, en fait, on maintient en perfusion quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, si je fonctionne pas, si mon restaurant ne fonctionne pas, à un moment donné, on ne va pas me maintenir. On va me dire, monsieur Giraud, il faut fermer, quoi. Donc, tu déposes le bilan, tu fermes et tu te tais. Et en plus, on va dire que tu as été mauvais. On va te dire que tu as été mauvais. Mais eux, on leur dit pas qu'ils sont mauvais et on continue à leur dire allez, on continue. Merde, ok, tu vois, là, je parle avec le cœur, ça m'excite. C'est ça, quoi, ça m'énerve. Ok, tu me fais calmer. Ouais, il faut me calmer. Mais voilà, donc c'est ça, il faut arrêter de penser que, voilà, quoi. EDF fait un super boulot, il faut arrêter de leur casser les pieds, à leur dire il faut vous mettre au prix au marché européen. Non, ça nous coûte plus cher. Arrêtons, quoi. Pourquoi est-ce qu'on va donner ça ? Parce que c'est des accords frauduleux, il y a des dessous de table. Tu vois, il y a des choses pas louches, enfin pas nettes, quoi, qui sont louches. Complètement. Et moi, ça m'insupporte. Si toi, tu fais quelque chose de pas louche, moi, on est venu me demander, je me tape des contrôles d'URSSAF très, très souvent, des contrôles assez souvent, hygiène, tout. Enfin, tu vois, quand tu fais bien les choses, dis-toi une chose, c'est qu'on vient souvent te voir. Parce que, quoi qu'il arrive, on est sûr d'être, finalement, de payer si on fait des conneries. Et on me pose des questions louches sur des choses qui sont... En fait, on m'a demandé, pourquoi, c'est quoi ça, le restaurant du 23 août, pardon, En fait, c'est un team building, quoi. J'ai, pour remercier mes équipes d'avoir fait une belle année, comme nous on le fait pas en hiver parce qu'on est fermé à Noël, je le fais au mois d'août, après la saison, pour les remercier d'avoir bossé, quoi. Et même là, on vient de surveiller, de fliquer. Parce qu'ils pensaient que j'avais moi cramé l'argent de la boîte avec Pop Pay Up et que comme il y avait une grosse addition, je l'avais divisé, tu vois. Et même si c'est ça, c'est ton argent. Mais non. Tu l'as gagné. Ah non, c'est pas le mien, c'est celui de la boîte, de ma boîte, donc c'est celui de la société, donc il appartient au collectif. Ouais, mais il est plus à l'État, j'ai il l'impression. appartient au collectif, donc j'ai pas le droit de faire ce que je veux avec. Mais ok, il n'y a pas de problème, je suis quelqu'un de respectueux, je respecte ça, j'ai signé, quand je me suis engagé, que j'ai créé ma société, j'ai signé à faire ce genre de travail correctement. Donc ça me dérange pas en soi. Mais qu'on ne vienne pas m'emmerder pour ça, alors que les autres font n'importe quoi avec l'argent qui leur appartient pas. Ouais, et ça m'insupporte. Si tu veux, c'est ce manque de logique. Mais encore une fois, ça fait partie de l'héritage sociétal que nous avons reçu. Et que donc, je peux toujours râler, mais si je fais rien pour, arrête de râler. Tu vois, c'est pour revenir à la discussion de nos départs. C'est que j'ai horreur des gens
qui passent leur temps à râler, mais qui ne font rien pour que ça change, quoi, tu vois. C'est, ok, tu râles, mais fais quelque chose, quoi. Avance. Mets ta pierre à l'édifice. Pour clôturer sur ce point, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour mettre notre pierre à l'édifice là-dessus ? Bah, écoute, moi je pense qu'il faut continuer à rester exemplaire dans le travail. Ça c'est important, c'est montrer l'exemple. Voilà. Et ensuite, alors est-ce que ça sert encore d'aller voter ? Est-ce que ça sert ? Mais si tu le fais pas, tu peux pas le savoir. Donc moi je dis oui, il faut le faire. Donner, en tout cas, je pense, la possibilité de changer les choses dans ton pays aux bonnes personnes. Ça c'est déjà beaucoup. Et après continuer à montrer l'exemple dans le travail. De toute façon, je pense que les jeunes comme vous, vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de monter, même si c'est dur. Puis, tu sais, c'est un peu dans tout pareil. Je veux dire, si tu veux gagner en équipe dans le sport, bah, tu es obligé de te donner les moyens, quoi, même si c'est dur, même s'il faut s'entraîner plus que les autres. Même voilà. Je pense qu'on est tous les êtres humains ont cette nature-là. On veut mieux que ce que nous avons. Ouais. C'est ça. Le mot de la fin, c'est ça. C'est de continuer à avancer parce qu'on veut mieux que ce que nous avons déjà. Même si je pense qu'on en a suffisamment. Le mot de la fin, je vais te le laisser. En attendant, moi, je vais te remercier pour ce podcast. Merci. Il était top. On s'est beaucoup laissé spontanément parler. Et souvent, c'est signe d'un bon podcast. Est-ce que tu as des personnes que tu aimerais voir à ta place, que je pourrais contacter de ta part pour les avoir justement en interview ? Bah écoute, moi je t'aurais dit Arnaud Donkel, bien sûr, mais tu sais, maintenant il passe sur Click et sur Canal et tout, je sais, il fait partie des hautes sphères aujourd'hui, mais j'ai un chef que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est un ami depuis très longtemps, il s'appelle Vivien Durand. Okay. Il a 1 étoile Michelin, il est à Lormont, à côté de Bordeaux. Okay. C'est un chef du Pays Basque, à la base. Il est authentique, il est adorable, c'est un gros nounours rempli d'amour, tu vois. Il parle lui aussi avec le cœur, souvent sans filtre. Il développe aujourd'hui avec ses équipes des choses incroyables parce que c'est son identité perso. Moi je les trouve incroyables, après on aime ou on n'aime pas, mais ça c'est encore un autre sujet. Bien sûr. Voilà, il se bat, lui aussi il galère, hein, tu vois. Comme tout le monde. Et économiquement il galère, on vient lui casser les pieds assez régulièrement là-dessus, tout ça, mais c'est à mon sens quelqu'un que tu dois faire parler. Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Tu as leur contact à ces personnes ? Ouais, tu fais sur Instagram, tu fais Vivien Durand, il répondra, c'est encore lui qui est derrière tout ça. Tu vois. Ok, super, je le ferai. Moi, en attendant, je vais finir de mon côté et te laisser pour le moment blanc. Merci beaucoup pour cet épisode, merci aussi à toi Lionel. Vous pouvez retrouver tous nos liens dans la description, souvent après on sort des petits extraits quand vous verrez ce podcast, les semaines qui suivent. À chaque jour de semaine, en fonction des quantités de shorts, de réels, de TikTok qu'on aura, on pourra les sortir, donc n'hésitez pas. Vous pouvez manifester votre intérêt, nous soutenir, ça prend un clic, c'est s'abonner, liker. Si vous avez 5 secondes en plus à nous confier, vous pouvez laisser un commentaire en nous disant ce que vous avez aimé, etc. Qui vous aimeriez voir dans le podcast, vous aussi. Moi je vous dis à très bientôt. Au moment où je tourne le podcast, on vient de passer les fêtes, alors je vous souhaite une excellente année 2026. Travaillez, prenez soin des vôtres. Je laisse Lionel sur le mot de la fin. À vous de m'avoir reçu. Désolé pour les moments où je me suis un peu emporté. Désolé, mais je suis resté moi-même. C'est comme ça. Après, soyez pas trop dur dans vos jugements. Je parle avec le cœur, je parle mon ressenti, de mon histoire, de mon parcours personnel. Donc forcément, ça peut déplaire à certaines personnes. J'ai rien contre les gens de la SNCF. Je vous adore aussi. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un état de fait. Il y a pas de. Je cible personne en soi. Voilà. Je pense qu'on est des gens, on est des travailleurs de l'ombre. Vous savez, même si aujourd'hui on est un peu médiatisé, on reste des cuisiniers. Les cuisiniers, on n'a pas forcément vocation à toujours bien s'exprimer. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Nous un peu moins. Nous on cuisine en fait. On fait de belles choses dans les assiettes. On essaie de vous donner du bonheur, des petits plaisirs à travers notre finalement la transformation de la matière première que des hommes encore plus fantastiques et des femmes nous amènent tous les jours dans nos étals. Ne les oublions pas, aujourd'hui c'est très compliqué pour les paysans français. Je pense qu'il faut continuer à en parler, les soutenir, parce que là nous on fait nos rockstars et tout, à parler devant un micro et tout, mais ces gens-là vivent vraiment des périodes très difficiles, donc soutenons-les, continuez à aller les voir chez eux, acheter dans leur petite cabane, ou si vous avez l'occasion, que vous habitez dans des régions encore
encore très paysannes, allez les voir, allez les rencontrer, chercher vos produits chez eux de temps en temps, ça leur fera plaisir, je pense. Et il faut montrer aussi que on les soutient pas que juste dans la parole, on les soutient un peu dans nos actes. Voilà, ça serait pour moi le mot de la fin. Si vous voulez nous rencontrer, on est à Narbonne, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je quitte jamais mes cuisines. Donc voilà, je sors pas beaucoup. À part quand je suis en vacances, donc j'ai eu l'occasion de venir à Lyon. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé, notre rencontre. Donc voilà, je vous embrasse, merci de nous avoir écoutés et à bientôt j'espère.